Bon, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, un grand merci pour cette invitation, pour l'organisation de cette soirée, de ce débat. Merci à vous deux, merci à Louis aussi pour le portrait. Je suis très heureux de débattre avec... on s'entend mal? Vous m'entendez bien? Oui, ça va? Oui. Je suis très heureux de débattre avec Paul Melun. On s'était rencontrés une fois sur un plateau de télévision commentant l'actualité, ce genre d'émission dont les thématiques sont imposées par le hasard de ce qui a pu survenir dans la journée. Et dès qu'on s'est rencontrés, l'émission avait un peu déraillé, parce qu'on s'était mis tous les deux à imposer des thématiques qui n'avaient absolument rien à voir avec le sujet. On s'était mis à parler de l'architecture de Paris au XIXe siècle, de la politique de Napoléon III, etc., etc. Et on a tout de suite compris qu'une amitié naissait, avec, on va le voir, je pense, évidemment, des différences, et notamment sur cette première question. On vient d'univers qui sont différents, je pense qu'on a une perspective qui n'est pas la même sur la société, sur le monde, etc. Mais beaucoup de choses qui nous unissent en fait dans nos différences. Je pense que la première chose qui nous unit, on verra, mais c'est le désir du désaccord. C'est le fait que quand on discute avec Paul, que ce soit dans des débats, que ce soit dans des médias, ou que ce soit quand on dîne ou quand on se voit, quand on identifie, quand on traque, quand on décèle un point de frottement, de différence, une situation qui peut conduire parfois des amis à se disputer, à sortir énervés d'un dîner, etc. Au contraire, nous, c'est le moment qui nous fait plaisir. Et presque, à l'inverse, ce serait presque ennuyeux d'avoir des conversations où on serait absolument d'accord sur tout. Donc d'abord, je dirais une conception de l'amitié qui n'est pas l'amitié comme convergence de vues, qui n'est pas l'amitié comme fusion d'idées, qui n'est pas l'amitié comme dissolution des singularités. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, je pense que derrière nos désaccords, mais ça, on aura toute la soirée pour l'explorer, on a évidemment plein de points qui nous rassemblent. Alors, pour répondre à votre première question, d'où parlez-vous? En effet, cette grande question initialement marxiste, et Marx avait raison de remarquer que la production d'idées, enfin ce qu'il appelle l'idéologie, n'était pas quelque chose qui était construit dans le ciel des idées, mais qu'elle dépendait, alors lui mettait l'accent sur les conditions matérielles et la position sociale des individus qui émettent des idées ou qui adhèrent à des idées. On peut élargir la chose et remarquer que ce n'est pas seulement une question socio-économique, mais c'est une question même plus large de position qu'on occupe dans le monde. Et en effet, poser cette question « d'où parlez-vous ?» elle est centrale, parce que ce qui constitue notre identité, vous avez parlé de hasard, et en effet, tous les éléments de positionnement dans le monde correspondent à ce qu'on n'a pas choisi, à ce qu'au sens très très large du terme, on peut appeler la naissance. Par naissance, je n'entends pas seulement la date de naissance, mais le fait, beaucoup plus profond, que personne n'a choisi de naître, que personne n'a choisi de naître où nous allions naître, que tout cela est absolument contingent, que ça aurait pu ne pas advenir ou advenir autrement. Et alors voilà, pour vous répondre dans mon cas, d'où je parle, j'ai eu je viens d'un... D'abord, première différence, j'ai grandi à Paris. Je suis urbain. Et je pense que c'est d'abord une très très grande différence avec Paul, qui a une expérience d'abord d'autres villes, et puis aussi du monde de la ruralité. Moi, je suis urbain depuis le début, et j'ai grandi dans une famille qui était juive. Alors juive pas orthodoxe comme on dirait aujourd'hui, mais juive traditionnaliste, mais très versée dans les études bibliques et dans les études de talmudique et de la pensée juive, etc. Et donc j'ai eu une enfance et une adolescence très, très religieuse, très pratiquante, plus encore que mes parents. Et je voulais m'orienter vers un avenir de rabbin. Et donc c'était ma première direction, je dirais, dans la vie, qui était à la fois choisie et non choisie. Choisie parce que c'était vraiment la religion m'attirait fondamentalement, comme manière de donner un sens à l'existence, comme manière de réconcilier les textes et le réel, d'avoir une pratique qui corresponde à quelque chose, à l'accueil d'une transcendance, et en même temps non choisie, parce qu'évidemment, on ne choisit pas la religion dans laquelle on va naître. Bon, et je dirais que vers la fin du lycée, j'ai radicalement rompu avec la religion, et c'est alors que j'ai eu un désir profond, viscéral, passionnel, de philosophie, de littérature, d'écriture, et justement lié à votre question. Ça veut dire la philosophie telle que je l'aperçois, c'est précisément la tentative, je dis bien tentative parce qu'on n'arrive jamais totalement, mais la tentative de faire en sorte que notre production d'idées ne soit pas trop liée par d'où on parle. Voilà.
Bon, à mon tour, je vais bien sûr remercier les organisateurs, organisatrices. Merci beaucoup pour l'organisation de ce débat. Il y a un mot que vous avez employé dans votre introduction et dans la présentation de votre association, auquel ça a été dit aussi, je suis très attaché, c'est le pluralisme. Et je pense que notre société souffre parfois de l'absence de pluralisme, y compris dans les milieux universitaires qui doivent être des sanctuaires finalement du pluralisme, où les pensées, les idées doivent et peuvent s'entrechoquer, quitte à ce que certaines d'entre elles dérangent. Et donc je trouve que vraiment c'est très important. Être apartisan d'ailleurs est aussi un élément qui permet de réunir des pensées divergentes, ça ne signifie pas forcément d'ailleurs être apolitique, et donc je trouve ça très précieux. Alors moi j'ai bien sûr répondu volontiers à l'invitation très vite, d'abord parce que je savais que les questions seront sans merci, j'en doute pas, et orientées autour de thématiques intéressantes et bien construites. Et ensuite, parce que j'avais le plaisir de débattre avec Nathan, il l'a très bien dit, on s'est rencontrés autour d'une émission dont on a un peu détourné le sens initial dans un exercice qui est assez, il faut bien le dire, codifié. Et nous disons qu'on l'a un peu bouleversé. Et c'est vrai que je raconte souvent cette anecdote. J'ai eu un flash amical sur Nathan parce que, contrairement à la plupart des invités dans les émissions de débat télé, il ne regardait pas son nombril, mais il écoutait son interlocuteur. Alors, ça peut nous paraître basique, vous allez vous dire oui, bon, c'est vrai que ça ne fait pas de lui un être exceptionnel, mais ça en disait quand même long. Parce que très souvent, quand on fait un débat de télévision, quelles que soient les chaînes, là, le narcissisme est un peu universel, les gens sont comme ça, et puis vous parlez, vous êtes là par exemple, et puis ils regardent leurs mains, ou ils réfléchissent à ce qu'ils vont dire. Et Nathan, lui, était dans une démarche où il opinait du chef quand il entendait quelque chose d'intéressant, et où il fronçait les sourcils quand il écoutait quelque chose de pas intéressant. Donc je me disais, tiens, c'est une bonne boussole. C'est un peu comme la grenouille et l'eau, vous voyez, il sort, il rentre selon un peu ce qu'il ressent. Donc c'était assez précieux. Et donc après, on s'est vu, et il y a eu effectivement cela autour, bien sûr, de certains désaccords, et je vais y revenir dans le d'où parles-tu, camarade, parce que c'est vrai que nous avons des histoires de vie, des histoires de pensée, des substrats culturels qui sont bien différents, et c'est ça qui est aussi intéressant. Donc je pense que c'est là vraiment le creuset de la discussion. Et puis ensuite, il y a autre chose qui est assez marrant, c'est que j'ai fait la critique du livre de Nathan, Penser contre soi-même, que j'ai lu récemment, qui est un très bon livre que je vous invite à lire, et dans lequel il fait un chemin, si vous voulez, de méditation, de réflexion personnelle sur un itinéraire de vie, un itinéraire de pensée. Et il déjoue un certain nombre de codes et de choses qui étaient chez lui comme programmées, quelque part, par sa naissance, par des choses qui pouvaient être des assignations. Et j'ai trouvé que c'était un grand récit d'émancipation. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que, sans que l'on se concerte, je parle sous ton contrôle Nathan, j'avais fait ce travail-là avec la gauche. Dans Libérer la gauche, j'essayais de montrer comment est-ce que le D'où parles-tu, camarade pouvait être lui aussi déjoué. Et comment est-ce que, après, chacun d'entre nous, quand on se construit intellectuellement, au plan des idées, de nos rencontres, il est pas mal d'être plutôt émancipé par rapport au milieu, par rapport à l'éducation, par rapport à l'instruction qu'on a pu avoir, par rapport à son milieu social. Et que c'est ça aussi, penser contre soi-même. Alors lui, c'était la religion juive, moi c'était l'athéisme farouche. Mon père était une sorte de bouffeur de curé qui m'expliquait que les églises étaient quelque chose de terrible, de gens qui pensent tous pareil. Enfin, il était dans le marxisme, si vous voulez, de la religion opium du peuple, quoi. Donc c'est pour ça qu'il était hostile à toutes les religions monothéistes. D'ailleurs, il n'était pas non plus dans l'idolâtrie de l'islam, ni du bouddhisme, ni de la Torah, ni de rien du tout. Ils étaient, si vous voulez, dans cette espèce d'athéisme très convaincu. Très orienté à gauche aussi. Je crois que très tôt, j'ai été emmené, vous savez, c'était la période où José Bové était allé démonter le McDonald's à Millau. Mais j'étais de cette opération punitive parce que mon père m'avait emmené avec sa moto à travers le plateau du Larzac, où il y avait des rassemblements avec des toiles de tente, etc. Donc on avait la tente à l'arrière de la moto, avec le duvet, les tendeurs, etc. Et on était parti dans le Larzac. Et alors après, comme les faucheurs d'OGM se faisaient arrêter un peu partout, ça faisait beaucoup d'événements parce qu'à chaque fois qu'il y avait un tribunal où les faucheurs d'OGM se trouvaient en procès, eh bien nous, on venait avec la banderole, on faisait le piquet de grève devant le tribunal, il allait se battre avec les CRS, etc. Donc moi, mon identité politique, si vous voulez, elle était très colorée à ce que l'on appellerait aujourd'hui l'extrême gauche. Bon.
Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. À notre époque, aujourd'hui, je ne crois plus vraiment à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Je pense qu'il y a effectivement une gauche radicale qui est traversée par de multiples courants et qu'il y a une droite radicale ou nationale qui est traversée par de multiples courants. Il existe peut-être des extrémistes à gauche, quelques-uns, et des extrémistes à droite, quelques-uns, mais les médias ont une fâcheuse tendance à appeler tout ce qui sort des cadres extrême gauche ou extrême droite. C'est vrai que c'est plus commode comme ça, et finalement il n'y a qu'Emmanuel Macron qui serait modéré. Donc voilà, bon, j'anticipe un peu le débat, je vais me calmer, mais voilà d'où je viens, et c'est vrai que quelque part on met du temps à se détacher de ce que nos parents ont fait de nous, tout simplement. L'émancipation des uns passe chez Nathan par la philosophie. Moi je dirais que c'est la philosophie, mais c'est aussi un rapport à l'histoire. Très tôt, j'ai été fasciné par l'histoire de France. Je prépare un livre en ce moment sur les châteaux dans le Val-de-Loire, châteaux, manoirs et logis, et j'ai toujours été, si vous voulez, pétri de cette espèce de rapport un peu étrange. Il y a un peu de ça d'ailleurs chez Mitterrand, un rapport tellurique entre la terre, les lieux, les ambiances, les pierres et les monuments. Et finalement, c'est un peu là-dedans que j'ai trouvé mon patriotisme, mon amour de la France, et qui est sorti un peu finalement des codes, moi aussi, de ce que mes parents avaient pu m'apprendre. Bien sûr, ils étaient sensibles à la question du patrimoine, mais pas de la même façon que moi, qui le ressent vraiment du plus profond que moi-même. Et s'il y avait un élément à moi qui, pour répondre à votre question, m'avait structuré par rapport à de là d'où je viens, je dirais que c'est cela. C'est un rapport charnel, émotionnel, sensoriel à la France, dans toutes ses dimensions. Et on en reparlera peut-être, ça va peut-être vous choquer, peut-être plus encore à la France qu'aux Français. Voilà. Donc ça va peut-être lancer notre discussion. Merci beaucoup. Donc, si on était populiste, on pourrait dire que vous venez de nous montrer que vous êtes des hommes déconstruits, au fond. Voilà. Vous êtes séparés, qui avez pris une distance avec vos origines sociales. Et donc, on aimerait mettre à profit votre esprit de philosophe et, tel Descartes, employer le doute méthodologique pour se questionner sur des termes que l'on entend constamment, mais qu'on n'élucide jamais. Et donc, le premier, Emmanuel Macron, dans sa conférence de presse la semaine dernière, nous a donné cette première question assez facile. Les valeurs républicaines. Quelles sont-elles? Existent-elles? Voilà. Tu veux répondre? Comme tu veux. Tu es meilleur que moi en valeurs républicaines, je pense. Non, alors, je peux tenter une ébauche de réponse. D'abord, je me désole souvent de l'emploi de cette expression, les valeurs de la République, dans le débat public. Je parlais tout à l'heure de l'emploi du mot extrémisme, mot extrême. Les valeurs de la République, ça fait partie de ce mot valise. C'est-à-dire que dès que vous voulez montrer à quelqu'un que vous êtes dans le camp du bien et qu'il est dans le camp du mal, vous dites « je suis les valeurs républicaines », ce type est l'antéchrist de la République. Bon, alors il faut aller chercher un peu au-delà, naturellement, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans la réponse à votre question. Les valeurs de la République, bon, ça répond à des codes assez clairs. La République, c'est effectivement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On peut y adjoindre peut-être le préambule de 1946. N'importe quel professeur de droit constitutionnel vous les reprendra, les valeurs de la République. Bon. Et puis, certaines d'entre elles sont au fronton de nos mairies, à côté du drapeau de l'Union européenne, d'ailleurs, ce qui, par certains égards, s'y opposerait. Et donc, voilà, donc, les valeurs de la République sont creusées, ces fondements sont là. Après, une fois qu'on a cette copie qui est quasiment vierge, cette copie finalement minimum de notre pyramide des normes, de notre constitutionnalité, il y a des choses qu'on peut adjoindre. Certains vont vous dire, par exemple, la méritocratie, l'éducation. On parle en ce moment, vous savez, de la polémique avec Stanislas. Moi, je pense, par exemple, que l'école publique, et l'école privée sous contrat, mais l'école publique, l'école, l'instruction, font partie des valeurs de la République. En tout cas, c'est là, finalement, un des principaux véhicules pour les transmettre. Donc ça peut être un élément. Après, il y a d'autres éléments. Par exemple, vous savez, les valeurs de la République, ça a varié au fil des siècles. Probablement que si l'on étudie aujourd'hui, si on se focalise sur les valeurs de la Troisième République, eh bien, certaines de ces valeurs-là ne seront pas les mêmes que celles de la Cinquième République, voire de l'éphémère Quatrième République. Les valeurs de la Cinquième République, elles sont largement empreintes de gaullisme. C'est pour ça que je suis un fervent partisan, moi, de la Cinquième République. Et pas de la 6e, de la 7e ou de la 8e, mais de la 5e, avec naturellement des aménagements démocratiques, référendaires, des voies de démocratie directe renforcées. Mais la 5e République me convient plutôt bien parce qu'elle a réussi cette synthèse, finalement, pour ajouter une autre pierre à l'édifice des valeurs de la République,
les valeurs de la Ve République, si on devait être précis, sont parvenues à une grande réconciliation historique, c'est pour ça que je trouve fascinante la Constitution de 58, qui est finalement une conjonction entre un certain nombre de valeurs qui sont issues de l'Ancien Régime, et c'est là que ça devient un peu polémique, que De Gaulle et Debré ont eu la sagesse et le talent de reprendre à leur compte en y adjoignant certaines valeurs bonapartistes, peut-être le goût pour le plébiscite par exemple, et auxquelles ils ont ajouté certaines valeurs de la Grande Révolution. Donc moi je crois que les valeurs de la République, c'est un peu tout ça, c'est un peu cette... si vous voulez faire démarrer l'histoire de France à 1789, c'est une grossière erreur. L'histoire de France, elle est beaucoup plus ancienne, et les valeurs de la République contemporaine, telles qu'on les conçoit aujourd'hui, doivent reprendre toute la France, avec des principes de démocratie, de libertés individuelles, de liberté de la presse, de liberté de l'enseignement, etc., etc. Mais il n'y a pas de valeur de la République sans amour de la France et sans compréhension de ce que fut la France pendant des siècles et de ce qu'elle doit continuer à être. C'est pour moi les valeurs de la République sans continuité historique, c'est une coquille vide pour politique de bas étage sur les plateaux de télévision. Il faut aller plus loin. Les valeurs de la République, c'est quelque chose d'immense qui dépasse finalement, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais le strict cadre de la République contemporaine. Et quelle République parle-t-on? Donc je pense qu'il faut aller chercher les valeurs de la République dans un substrat historique et culturel bien plus ancien. Alors oui, j'ai un point d'accord d'abord, c'est que cette expression de valeur de la République, fondamentalement, ne veut rien dire. Le débat public est saturé de grands concepts comme ça, qui sont employés, Deleuze dirait comme des dents creuses, et qui sont employés avec une sorte d'effet magique, où on a l'impression qu'on les brandit de manière rigoureuse, pour désigner quelque chose, avec un effet rhétorique immédiat. Mais si on demandait aux gens qui les manipulent de fournir tout simplement une définition de ces concepts, eh bien on verrait que ce serait bien difficile, que chacun aurait sa définition différente, et que la plupart des grandes controverses qui agitent comme ça en surface le débat public, un simple travail de définition mettrait fin à la question des controverses. Alors pourquoi sur cette notion de valeur en particulier? La notion de valeur, elle est très équivoque, elle est très dangereuse, parce qu'elle dit le contraire de ce qu'elle prétend dire. Quand on dit qu'il y a des valeurs de la République, ou qu'il y a des valeurs de quelque chose, ou quand même dans la vie quelqu'un peut dire, vous savez, moi j'ai mes valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai mes valeurs? Ça veut dire qu'il y aurait des sortes de choses qui seraient absolues, qui auraient un pouvoir, qui auraient une légitimité, qui auraient une vérité, qui seraient posées de manière hétéronome, ce qui viendrait d'en haut d'une autre loi, et qui auraient en effet ce pouvoir d'efficacité absolue. Or évidemment, quand on dit qu'on a des valeurs, quelles qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient idéologiques, qu'elles soient morales, c'est toujours des idées auxquelles moi j'ai donné de la valeur. Ou nous, une collectivité, une communauté, un milieu social, une époque, une génération, nous avons décidé de donner de la valeur à ceci ou à cela. Donc en fait, quand on dit j'ai mes valeurs, on est en train de dire ce que je prends pour des principes absolus, en fait, n'est que quelque chose d'absolument et d'éminemment relatif. Et en effet, comme tu l'as très bien montré, ce qu'on appelle valeurs de la République, si on voit la manière dont elles étaient conçues à l'époque de la Troisième République, en 1848, aujourd'hui, dans 20 ans, on ne met pas les mêmes réalités derrière. Alors, je préférerais déjà parler de la notion de principe, parce que quand on parle de principe, on est dans un endroit où le droit est enseigné, eh bien, on est sur quelque chose de très très différent. Un principe, c'est quelque chose d'universel, qui en effet a été posé par l'humain, mais à partir duquel on va pouvoir déduire tout un tas de choses. Et dire qu'il y aurait des principes de la République, ce serait dire qu'il y aurait un certain nombre d'idées qui, en effet, ont été forgées par nous, mais à partir desquelles on va pouvoir construire presque comme un patron, vous voyez, le patron de notre société. Mais même la notion de principe, je trouve qu'elle est insuffisante parce qu'il y reste une certaine forme d'abstraction. Liberté, égalité, fraternité, ces mots-là, encore une fois, qu'on les définisse comme des valeurs, qu'on les définisse comme des principes, tant qu'on ne s'entend pas clairement sur ce que ça désigne concrètement, je dirais même presque dans nos corps, au sens fort du terme, ça veut dire dans nos vies, dans la manière dont nos existences s'articulent, même dans notre quotidienneté la plus concrète, eh bien ces notions-là demeurent absolument abstraites, au sens où même des régimes autoritaires peuvent tout à fait se revendiquer tout à la fois de la République, des républiques démocratiques, de ceci, de cela, il y en a plein, de l'égalité, de la liberté, et encore plus,
de la fraternité. Ce pourquoi j'insisterai, moi, davantage sur l'aspect éminemment concret de ces, non pas de ces valeurs, mais peut-être de ce mode de vie républicain. Je vous donnerai un exemple que je donne d'ailleurs dans mon livre. J'étais initialement à l'école publique. Et à l'école publique, j'allais en cours d'éducation civique. Et en cours d'éducation civique, évidemment, on avait cet enseignement, c'était quoi, je crois, 1 heure par semaine ou 1 heure toutes les 2 semaines. C'était pas très poussé. Et donc, on avait un enseignement qui était une sorte, entre guillemets, du catéchisme des valeurs de la République. Ça veut dire qu'on nous disait que les valeurs de la République étaient formidables, mais sans avoir le temps, et ce n'est pas un reproche, mais c'est juste un constat, sans avoir le temps de nous expliquer ce qu'étaient ces valeurs. Et donc, j'ai baigné, comme tout le monde, dans cette petite, entre guillemets, j'emploie le mot de religion, mais ou cette petite musique ambiante, de dire les valeurs de la République, c'est quoi? C'est les 3 valeurs de la devise républicaine, mais ce sont un certain nombre de mots comme la tolérance, Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire, le vivre ensemble, enfin vous voyez toutes sortes de mots dont on se dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvé à l'école confessionnelle, tout d'un coup, j'ai vu ce que ça signifiait que de vivre dans une institution où, en effet, la notion, par exemple, d'altérité, l'ouverture à l'autre, l'ouverture d'esprit, perdait de sa signification. Ça veut dire qu'à partir d'un moment où vous n'êtes plus dans un établissement où vous avez des individus qui sont de tous les cultes, qui sont athées ou qui ne le sont pas, qui sont ceci ou qui sont cela, et qui peuvent en effet faire société, comme on dit, mais ça désigne quelque chose de très concret, ça désigne qu'ils peuvent discuter ensemble, s'amuser, rire, ne pas voilà. Et quand vous voyez ça se dérober, vous comprenez que la République, ce n'est pas des valeurs, en fait. C'est tout sauf des valeurs. C'est quelque chose d'éminemment concret. Et je dirais d'ailleurs que peut-être qu'on le voit dans certains moments, peut-être que la crise sanitaire a été un exemple de ça, où en effet, toutes les valeurs de la République s'annulent, mais s'annulent concrètement. Ça veut dire je ne peux plus sortir de chez moi, je ne peux plus aller voir mon voisin, je ne peux plus me déplacer comme je l'entends, je ne peux plus ouvrir mon magasin si j'ai un magasin. Et donc là, vous voyez, la République, c'est tout sauf une affaire de valeurs. Nathan, tu veux y aller ou... Ah ben moi ça m'est égal, vas-y. Bon, peut-être juste d'un mot, parce que la remarque de Nathan, je voulais revenir juste d'un mot sur ce que tu disais à la fin, Nathan, et le fait que tu parles de la différence entre le lycée public et le lycée confessionnel m'a fait penser à une chose, c'est que les principes dont tu parles de la République, non seulement il faut les apprendre, je pense, par leur histoire, par ceux là d'où ils viennent, et effectivement, pas que ça devienne une sorte de prêchi-prêcha ou de récitation, mais quelque chose de fondamentalement intégré, parce qu'en face, il y a, je dirais, des identités concurrentes qui se développent et qui, elles, sont beaucoup plus attractives que nos valeurs de la République. Et je crois que si on veut être fort sur la République, il faut affirmer ses valeurs, ses principes, et il faut les définir, les comprendre, et que notamment dans le rôle fondamental qu'a l'éducation nationale dans l'apprentissage des valeurs de la République, celles-ci soient apprises et non récitées. Et ce n'est qu'à ce prix-là que nous parviendrons à affirmer quelque chose qui est grand en France, effectivement, depuis les philosophes des Lumières, depuis l'humanisme et depuis le XVIIIe siècle, qui est ces valeurs-là fondamentales. Donc ça, je pense que c'est très important. Maintenant, pour répondre à la question sur la gauche, bon, moi j'ai fait tout un livre pour essayer d'en donner une définition que j'espère, je dirais, actuelle, parce que je vais commencer, avant de vous donner ma définition, je vais commencer par vous dire comment est-ce qu'il ne faut pas définir la gauche et comment est-ce qu'on a tendance à trop la définir. La façon dont on définit la gauche aujourd'hui, c'est un peu comme Nathan parlait du vivre ensemble. Là, je crois que le vivre ensemble, on peut difficilement faire pire en formule creuse, et je crois que le mot gauche, il est aussi dévoyé aujourd'hui, et que le curseur de la gauche, si vous voulez, c'est un peu comme les valeurs de la République entre la 3e, la 4e et la 5e. Bon, alors la gauche, ça dépend des années. Voilà. Alors si vous prenez la gauche à la fin du 19e siècle, la gauche de Jaurès, quand il est compagnon de route de Waldeck-Rousseau et de Ferry, avant de s'en affranchir avec les mineurs de Carmaux, la gauche de Jaurès à ce moment-là, c'est effectivement l'assimilation à des principes républicains, pour le coup, c'est la défense de ceux qui n'ont rien,
Il est face au marquis de Solage, il est face à un déni de justice qui est au cœur de la République, puisque un des ouvriers a été élu maire et qu'on lui cherche querelle pour son mandat qui lui a été conféré par le peuple. Donc là, on est vraiment à un combat, si vous voulez un exemple de combat qui est chimiquement pur à gauche, c'est bien celui-là. Défendre à la fois la souveraineté populaire parce que cet homme avait été élu maire et qu'il devait pouvoir exercer son mandat, tout en consacrant les droits civiques, les droits sociaux des ouvriers et des mineurs de Carmaux. Donc là, on est vraiment à la conjonction entre la démocratie et les valeurs sociales qui ont fondé la gauche. Si vous prenez la gauche, on va dire à l'époque, alors là je vais faire du mal à Nathan parce qu'il l'aime bien peut-être, je vais parler de Jean-Paul Sartre. Bon, si vous prenez la gauche de Sartre et de Beauvoir, la gauche que moi j'appelle germanopratine, de Saint-Germain-des-Prés, là c'est encore une autre gauche. On est un peu plus loin de Carmaux et de ses mineurs. Bon, et de la démocratie populaire. Là, on est sur les grands combats internationaux. On est sur une vision qui, à mon avis, commence à être une vision dévoyée de l'internationalisme, parce que la gauche, effectivement, n'est pas enfermée dans des frontières, comme je l'entends souvent quand on parle de la vieille gauche. La gauche était internationaliste, c'est-à-dire qu'elle veut un certain nombre de valeurs, un certain nombre de droits pour les prolétaires de tout pays, unissez-vous. Donc ce n'est pas un effacement des frontières. Jaurès, dans l'Armée nouvelle, disait « Je crois en l'autonomie des nations et dans les génies nationaux ». Donc je crois que c'est assez clair. Il parlait de patriotisme à toutes les lignes. Donc effectivement, il y avait un espace, et là c'est plutôt gaullien quasiment, c'est plutôt l'autodétermination gaullienne, c'est-à-dire que dans chaque pays, il faut qu'il y ait des droits sociaux, il faut qu'il y ait des droits pour les sans-grades, pour ceux qui n'ont rien, etc., etc. Et ça, c'était au creuset de la gauche. Cette vision-là a évolué avec la gauche contemporaine et l'internationalisme s'est mué en une forme de mondialisation. Et en cela, j'en veux un peu, effectivement, à Sartre et à Beauvoir et à la vision qu'a Sartre de la liberté, qui est une vision assez bourgeoise, quoi. Bon, donc qui est une vision assez décalée par rapport à la gauche. Et puis, la jurisprudence Sartre et Beauvoir, après, va tellement infuser dans les cursus universitaires, va tellement infuser dans la néo-gauche, qu'on va passer de Sartre et Beauvoir, qui avait quand même effectivement une certaine lecture du monde, même si je la désapprouve, qui n'était pas inintéressante, vers une vision dévoyée, hybride, mal comprise, mal digérée, mal ingérée, qui s'appelle aujourd'hui le wokisme, qui s'appelle effectivement les tenants de la gauche contemporaine. Alors là, on est à une mutation, vous voyez, de mes mineurs de Carmaux, on est à une mutation en passant par Sartre, et là, on est vraiment à la dernière dégénérescence née de la gauche, quoi. Le gauchisme, maladie infantile, comme dirait l'autre. On est vraiment dans quelque chose qui, effectivement, s'apparente bien davantage à la censure, qui s'apparente bien davantage à un goût irrépressible pour le côté mes valeurs, moi, toujours moi, l'individualisme, ma liberté, mon choix, tout m'appartient, etc. Bon, la gauche, c'est une idéologie collective, pas une idéologie de l'individu. Et d'ailleurs, les années 80, les années 90, les années 70 ont mis à bas les grandes idéologies collectives. D'ailleurs, que ce soit les idéologies collectives de la gauche, jusqu'à l'effondrement du mur et à 91, et l'effondrement des idéologies collectives plutôt de droite, du conservatisme, du gaullisme, qui étaient des idéologies éminemment collectives. Donc la grande révolution finalement de la gauche contemporaine au XXIe siècle, c'est à mon avis son goût pour l'individualisme. Là où ma définition de la gauche, donc j'en viens à la conclusion, là où ma définition de la gauche, c'est le collectif face à l'individu, c'est celui qui est dans la détresse et dans le désarroi face à celui qui est bien né, donc c'est aussi effectivement le mérite, c'est les valeurs de souveraineté populaire, ça c'est très important. Quand je vois des gens de gauche aujourd'hui qui ne veulent pas faire de référendum, je me dis, oui, enfin, c'est une drôle de gauche, ou des gens de gauche qui s'en vont défendre bec et ongle le pass sanitaire et toutes les mesures sanitaires avant d'avoir consulté qui que ce soit, autre que le professeur Delfrécy ou Salomon, je me dis, bon, ces gens-là sont fous. Bon, vous pouvez sauter sur la table comme un cabri, comme dirait l'autre, en disant les valeurs républicaines. Si c'est pour mettre tout le monde sous QR code, les valeurs républicaines, elles ont bon dos. Donc, à un moment donné, si vous voulez, il y a des incohérences dans la nouvelle gauche progressiste, etc. Alors, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens qui, naturellement, il y a des nuances. Vous comprendrez bien là que je vous donne une vision qui est très, très globale, très holistique. Bien sûr que si on rentre dans le détail, notamment chez les gens qui sont de gauche, parce que là, moi, je me concentre sur les concepts, sur les penseurs de gauche, sur les politiques de gauche, mais il y a, c'est un peu démago, mais il y a les vrais gens aussi. Il y a des gens qui sont de gauche, qui sont désorientés,
moi je rencontre à l'appel toutes les semaines, et j'en fais partie d'ailleurs, qui sont un peu orphelins. Vous parliez de la gauche souverainiste, vous disiez qu'elle était mal en point, c'est vrai. Il y a plein de gens qui ne se sentent pas représentés, qui se sentent bafoués. Des événements comme effectivement le pass sanitaire ou le Covid peuvent être des révélateurs. La réforme des retraites récemment peuvent être des révélateurs. Les immondices qui ont été dits par certains membres de la NUPES sur le conflit israélo-palestinien peuvent être des révélateurs, etc. etc. Donc, moi je crois qu'il y a matière, en tout cas, à définir, puisque la gauche et la droite sont des concepts mouvants, à définir ce que peut être une vision de gauche, disons, contemporaine du monde, à la base de concepts qui ne seront ni issus de la French Theory et ni issus de la pensée sartrienne, et pas non plus, effectivement, une copie conforme de la fin de la gauche de la fin du XIXe siècle, même si entre nous, ça me ferait très plaisir. Voilà, je ne sais pas quelle est la vision de la gauche de mon cher Nathan. Avant d'en venir à ma vision et au désaccord, dire une chose, c'est que Paul, dans Libérer la gauche, a écrit un texte qui est extrêmement beau et extrêmement intéressant sur, en effet, ce que c'est que d'être de gauche à partir du moment où la gauche n'existe pas. Il n'y a que des gauches qui évoluent, qui changent, et tu racontes ça très très bien en décrivant notamment la gauche de ton père, en décrivant la gauche de plein de gens, même de ton univers d'enfance, puis les gauches successives que tu as pu rencontrer ici et là, avec des désillusions d'ailleurs, de voir des gens qui étaient importants, entre guillemets, dans les appareils de gauche de tel ou tel endroit, mais qui n'étaient pas forcément animés par un idéal. Et finalement, on voit bien d'ailleurs que ta gauche d'arrivée n'est pas tout à fait exactement ta gauche de départ, bon, donc que tout ça évolue, mais que ce dénominateur commun, peut-être que tu ne serais pas d'accord avec cette lecture-là, me semble que c'est une affaire d'instinct. C'est cet attachement pour ce personnage dont j'ai oublié le nom, ce personnage de BD. Voilà, Rahan, voilà, exactement, Rahan. Cet attachement pour Rahan, cet attachement pour, entre guillemets, David contre Goliath. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui peut être un premier élément de réponse sur lequel, je pense, on peut être d'accord. C'est-à-dire que la gauche, avant d'être une affaire d'adhésion à des idées, avant d'être une affaire de soutenir intellectuellement un programme, de répondre par oui ou par non à des sondages sur telle ou telle question, c'est encore une fois une affaire, je répète le mot corps, mais de corps au sens vraiment large du terme. Corps en sens où c'est quelque chose qui est traversé par des instincts, par des passions, par des aspirations, qui est pétri d'un imaginaire. Et que là, en l'occurrence, c'est un imaginaire qui a une forme de choc, de refus viscéral, inexplicable, qui est de l'ordre du réflexe et pas de l'analyse, face à ce qui peut être perçu comme des injustices. Par exemple, les bancs pour les SDF, l'exemple que tu donnes, avec les fameux où on a mis des accoudoirs pour empêcher qu'ils puissent dormir dessus. Voilà. Et ça me semble très important. Maintenant, pour vous donner la définition que je donnerais de ce qu'est la gauche, je dirais quand même que la gauche, me semble-t-il, ne doit pas être affaire, et c'est peut-être un des pièges aujourd'hui, de sentiments, et encore moins de bons sentiments. On a vraiment l'impression, si on s'en tient à une définition trop facile, que être de gauche, c'est être entre guillemets pour le bien, c'est être pour la justice, c'est être voilà, et que être de droite, ce serait l'inverse. Et ça, c'est doublement dangereux. C'est dangereux d'abord parce que c'est complètement, me semble-t-il, idiot de combattre des gens de droite et les idées de droite en estimant qu'elles signifient nécessairement le désir du mal, pas nécessairement, je suis désolé. Et la gauche n'a pas le monopole du bien, comme l'avait d'ailleurs dit, et c'est comme ça qu'il avait en partie gagné l'élection en 1974 Giscard à Mitterrand, premièrement. Et c'est dangereux aussi par rapport à la gauche elle-même. Parce que quand on s'en tient aux bons sentiments, eh bien, on sombre souvent dans une forme d'inefficacité, dans une forme aussi de bonne conscience. Si vous voulez s'y être de gauche, c'est simplement émettre des opinions de gauche dans un café quand on discute de politique. Des opinions qui, entre guillemets, vont donner une belle image de moi-même, qui ne vont strictement rien changer à ma vie. Je suis au café, je dis par exemple que je suis pour plus de redistribution sociale, je pourrais exactement dire l'inverse. Tout ça est une question purement presque esthétique. Eh bien, quel est l'effet dans ce cas-là de être de gauche ? Eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler une forme de mauvaise foi, de bonne conscience. C'est juste de me dire je suis un type super. Je caricature un peu, mais c'est l'inefficacité totale sur le plan du concept. C'est pour cela que, quoi qu'on puisse dire
du marxisme, Marx avait vu quelque chose de central, un petit texte de Engels qui s'appelle « Socialisme utopique », socialisme scientifique. Et Marx avait dit, contre à peu près tous les tenants du socialisme de l'époque, la gauche ne doit pas être fondée sur des utopies. Parce que les utopies, c'est la représentation du monde tel que j'aimerais qu'il soit, si tout était super, dans l'univers des bisounours. L'utopie, c'est la fresque mentale où je vais projeter justement tous mes sentiments, et évidemment tous mes bons sentiments. Et l'utopie ne se pose ni la question des conditions de réalisabilité, ni la question, si vous voulez, du prix même intellectuel du modèle de société qu'on prône. Et c'est pour ça que Marx a voulu créer ce qu'il appelle une gauche scientifique. Alors, justement, tout le problème, ensuite on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est qu'il le fait par analogie avec les sciences, alors que ce n'est pas possible. Mais en tout cas, une gauche qui est fondée sur un raisonnement et sur une rigueur, et sur justement aussi une manière d'essayer de prendre du recul par rapport au milieu dont on est issu. Deuxième élément de réponse que je vous donnerai, mais qui est lié, la définition qui me semble la plus intéressante de la gauche, c'est celle que donne Deleuze dans son abécédaire, où il dit finalement la différence entre la droite et la gauche n'est pas une différence morale, n'est pas une différence intellectuelle. Vous avez des idées de droite qui deviennent des idées de gauche et réciproquement. Tu en as cité quelques-unes, mais on peut en donner d'autres. La colonisation, qui a été en France pendant un moment une idée qui était vraiment portée par la gauche, par l'universalisme de gauche, et qui ensuite a été défendue par, même pas par la droite, par une partie de la droite et par l'extrême droite, dans les années 60. Inversement, la décentralisation, qui à la fin du 19e est une idée qui est notamment portée par la droite, par exemple par Barrès, et qui aujourd'hui est devenue une idée essentiellement portée par la gauche. Donc on voit bien que tout ça peut s'échanger. Deleuze dit, la différence entre la droite et la gauche est avant tout une différence de perception. La droite, c'est une représentation où quand on se pose une question politique, je commence, dit Deleuze, par réfléchir à mon échelle, quel est mon intérêt, qu'est-ce que je veux, puis je réfléchis à l'échelle de mes amis, de mes voisins, des habitants de ma ville, des habitants de ma nation, des habitants de mon continent, et puis à la fin des fins, du monde. La gauche, dit Deleuze, c'est un ordre de perception qui fonctionne en sens inverse. Face à une même question, je vais d'abord essayer de penser à l'échelle du monde. Alors évidemment, on ne connaît jamais le monde, mais en tout cas, j'essaye de poser le problème à cette échelle, puis de mon continent, puis de ma nation, puis de l'un, jusqu'à moi-même. Et ça me semble intéressant de définir justement la gauche comme un élan de réflexion. Et typiquement, peut-être qu'on va parler après de questions concrètes, les libertés publiques, je sais pas, mais en tout cas, on peut voir comment se décline dans le débat public ces thèmes-là, et voir qu'il y a une réponse de droite, qu'il n'y a pas une réponse de droite et une réponse de gauche, mais qu'il y a un regard de droite et un regard de gauche. Bon, et juste sur les désaccords, moi, ce que je regrette aujourd'hui sur la gauche, on va peut-être parler de la gauche politique, qui est évidemment désolante à bien des égards, et des gauches politiques qui sont désolantes, mais ce que je regrette aussi, c'est que souvent la gauche est enfermée aujourd'hui dans le miroir que lui tend, entre guillemets, la droite. Parce qu'on ne va pas se mentir, et il me semble que depuis 15 ans, 20 ans, en France, et pas que en France, dans ce qu'on appelle la bataille idéologique, j'aime pas l'expression, mais tout le monde comprend ce qu'on veut dire, évidemment qu'aujourd'hui, c'est quand même la droite, et particulièrement, ou l'extrême droite, mais les deux, qui sont en train de remporter cette bataille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles imposent leurs thèmes, et qu'elles imposent leurs questions. Et que même après, quand des gens de gauche peuvent donner leur réponse, entre guillemets, de gauche, voilà, peu importe, elles avancent sur leur thème. Et d'ailleurs, il y a eu, à droite, une manière de s'intéresser pleinement à Gramsci, de réhabiliter Gramsci, de comprendre que justement, il fallait jouer sur les idées. Et ils ont fait ce travail-là, on ne peut pas leur retirer. Et ils l'ont fait assez bien d'un point de vue intellectuel, stratégique. Et puis, ils ont réussi à imposer cela. Pourquoi je dis cela? Et parce que c'est le désaccord que j'aurai avec toi, mais je ne veux pas être trop long. Donc, c'est que je pense que la gauche aujourd'hui est enfermée à la fois dans les manquements qui sont les siens en France, et ça on en reparlera, mais il y en a beaucoup, mais aussi dans la fausse image que la droite lui renvoie. Et typiquement, moi, ce terme de wokisme, je le prends avec des énormes pincettes. Parce que wokisme, on le pense par exemple souvent par analogie avec le communisme. Moi, wokisme, j'aimerais qu'on me donne une définition de ce que c'est que le wokisme. Qu'on m'explique quel est le livre du wokisme, comme le Capital était le livre du communisme. Qu'on m'explique ce qu'est une politique woke. Au communisme, vous aviez une politique woke, vous aviez l'URSS qui incarnait une politique communiste. Voilà, qu'on m'explique tout ça. Le wokisme, il me semble que c'est précisément un mot valise dans lequel on va mettre mille et une choses qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres, et qu'en l'occurrence, dans les comportements les plus problématiques qu'on associe au wokisme, typiquement la cancel culture, je ne suis pas sûr que la cancel culture soit une affaire de gauche. D'abord, je ne suis pas sûr que c'est un bon mot, la cancel culture, parce que c'est un phénomène qui a existé bien avant ce terme, ça s'appelle la censure, ça s'appelle la damnatio memoriae à Rome,
Et puis deuxièmement, parce que quand on regarde la manière dont la cancel culture se construit aux États-Unis, eh ben, c'est quand même l'héritage direct du macartisme, pas spécialement une affaire de gauche. Et puis aujourd'hui, vous avez aux États-Unis des phénomènes de cancel culture qui existent aussi bien chez des partisans des démocrates que chez des partisans des républicains. Je vous donne un micro-exemple, et je ne veux pas du tout monopoliser la parole, mais pour vous dire que je pense que la gauche aujourd'hui est prise dans ces deux dangers, qui sont à la fois, évidemment, une sorte parfois de quasi-mort cérébrale de son propre point de vue, et des trahisons politiques qui sont indéniables, mais aussi des attaques malhonnêtes dans lesquelles elle peut rentrer, enfin, auxquelles elle peut se plier parfois quand elle accepte ce faux miroir qui lui est tendu. Oui, il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir. J'étais d'accord avec tout ton développement jusqu'au moment où jusqu'au moment où tu as parlé à la toute fin du wokisme. Moi, je pense qu'il y a bel et bien une définition du wokisme, et ensuite tu parlais de la gauche qui, finalement, se cantonne à répondre à l'agenda politique ou aux thématiques d'une guerre culturelle ou d'une guerre des idées qui aurait été remportée par la droite et l'extrême droite, entre guillemets. Moi, je pense que c'est là qu'on fait peut-être erreur, c'est qu'il n'y a pas de thème, sur lequel il y aurait un droit de préemption de la droite ou de la gauche. Il y a des phénomènes historiques qui se déroulent sous nos yeux, qui sont immenses, qui sont des défis que probablement du temps de Jaurès ou de Blum ou de Marx ou même des socialistes municipaux, on n'avait pas à traiter. La mondialisation est un sujet contemporain, les flux migratoires sont un sujet contemporain, les troubles qu'ils occasionnent sur les cultures nationales et sur la civilisation européenne, si tant est qu'elle existe, tout ça nécessite des réponses politiques. Et avant, tu disais quelque chose avec lequel j'étais d'accord, c'est que finalement, enfin moi c'est moi qui vais le dire comme ça, mais peut-être que tu seras d'accord avec moi, la gauche, et la droite aussi d'ailleurs, ont été paresseuses ces dernières années, et là où Marx, quoi qu'on pense de Marx, avait créé une architecture de l'esprit, une architecture méthodologique aussi. Bon, aujourd'hui, très franchement, depuis les années 60-70, et puis après le tournant de la rigueur, etc., c'est la fuite en avant en 83, la gauche n'a pas été en mesure d'inventer un modèle, une grille de lecture. Sur les sujets économiques, elle en a été incapable. Elle a vaguement pris Keynes à un moment donné, parce qu'avant c'était Marx, après ça a été Keynes, la relance par la consommation, etc. Maintenant, c'est un peu rien du tout, à part dire que les patrons sont des méchants. En termes de lecture sociale de la société, c'est pareil, ça a été la lutte des classes. Après, maintenant, ça a été l'individualisme. Et moi, je pense que le wokisme est un individualisme exacerbé et une façon d'être auto-centré sur ces petits problèmes. Et toute cette gauche-là n'a pas été en mesure de comprendre des phénomènes qui ne sont pas imposés, à mon avis, par la droite et l'extrême droite, mais auxquels la droite et l'extrême droite apportent des réponses qui peuvent paraître évidentes. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le phénomène migratoire qui brûle les lèvres de toute personne de gauche, ce qui n'est pas normal d'ailleurs, et qui inquiète tout le monde à gauche, alors que ça préoccupe les peuples, à mon avis, légitimement en Europe, la droite, ou en tout cas une certaine droite, celle pour laquelle j'ai moins de sympathie, va apporter une réponse très simpliste au phénomène migratoire. Elle ne va pas se poser la question de ce qui motive les grands flux migratoires. On l'a vu pour le conflit, par exemple, ce qui s'est passé à Mayotte avec les Comores. Elle ne donne pas ça. Elle dit simplement, bon, refoulez les bateaux, mettez les gens dehors, fermez les... Et donc, si vous voulez, dans le débat public, évidemment, face à 80% des Français qui ne veulent plus de l'immigration, eh bien, effectivement, c'est une réponse qui est simple et qui, finalement, semble tomber sous le sens. Et face à ça, il faudrait que la gauche ait un axiome idéologique, il faudrait que la gauche travaille. Alors, quelqu'un comme Chevènement, que j'aime beaucoup, a tenté de réfléchir à cette question-là, d'autres après lui aussi, mais le problème, c'est vraiment ça, c'est que je crois que la gauche, et d'ailleurs on pourrait dire un peu la même chose pour la droite orléaniste, ont du mal à adopter et à adapter leur discours face aux grands bouleversements qui traversent notre siècle en Occident. Et c'est là, je pense, le plus grand péril et le plus grand malheur. Et c'est là que j'en viens au wokisme. Face à cette incompréhension du monde contemporain, se dressent un certain nombre d'écrans de fumée, de pare-feu, et l'individualisme et le wokisme sont des facilités rhétoriques, sociales, et ça donne un brevet de gauche immédiatement. Si moi, là, tout de suite, je vous dis un gros poncif féministe, vous allez tous dire « Ah ben ça va, heureusement, il est de gauche, Melun ». C'est pas cher payé. Ça coûte moins cher de dire une bonne petite truc un peu wokiste qui plaira à tout le monde, plutôt que de réfléchir au monde et de dire « Bon, comment la gauche va-t-elle penser
Le défi de la désindustrialisation, ça fait moins rêver. Comment la gauche va-t-elle penser le défi de la justice? Comment la gauche va-t-elle penser le défi de l'insécurité? Comment la gauche va-t-elle penser le défi de l'immigration? Alors non, aujourd'hui, ce que fait la gauche contemporaine, y compris dans le milieu intellectuel et dans le milieu des écrivains, c'est de dire effectivement, eh bien oui, bon, il y a tout ça, c'est vrai, c'est des sujets de droite, des sujets de droitard. Donc la solution, c'est les toilettes sèches et les pistes cyclables non genrées. Et là, je me dis, badaboum, 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 ces gens-là n'ont pas pensé. Voilà, donc là, sanction. Bon. Donc c'est là que, blague à part, il faut vraiment penser cela. Et je dirais, moi, que l'idéal a quand même du sens. C'était la phrase de Jaurès dans son discours à la jeunesse, quand il disait qu'il fallait aller à l'idéal en passant par le réel. Je pense que c'est ça le travail de la gauche, de concevoir l'idéal du XXIe siècle, aujourd'hui ils n'en ont aucune idée, et de passer par le réel pour l'atteindre. Il n'est pas d'accord. On va faire dérailler votre débat, vous allez voir. Il n'est pas d'accord, je me sens énervé. Je peux prendre 30 secondes juste, mais vraiment 30 secondes, je veux pas. Voilà, lancez-le. Oui, non, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que, oui, en effet, il n'y a pas de thème, entre guillemets, qui soit de gauche ou de droite. Parler d'immigration, parler de sécurité, c'est pas être de droite, tout dépend de ce qu'on en dit, etc. En revanche, il y a, dans la bataille des idées, un certain nombre de sujets qui, étant avancés d'une certaine manière, à travers un certain concept, en effet, ne sont pas neutres. Je te donnerai un exemple qui est très simple. C'est que, par exemple, une des grandes revendications aujourd'hui qui existe dans une certaine gauche, et même dans beaucoup de gauches, c'est de remettre la question constitutionnelle, d'en faire une question de premier plan. Tu parlais de l'aspiration à une 6e République, ou l'aspiration à réformer très profondément la 5e République, réfléchir sur la représentativité politique et essayer de passer à un autre mode de représentativité, ce que vous les écrit Dominique Rousseau, etc. Bon, toutes ces questions, on ne peut pas dire qu'elles soient présentes dans le débat public. On n'en parle absolument jamais, jamais. Pourtant, les Gilets jaunes, intéressant, ils sont partis de revendications sur les taxes et ils sont arrivés à ça. Ils sont arrivés à la question constitutionnelle qui est, entre guillemets, en général, perçue comme la question la plus élitiste. Et c'était très intéressant de voir que les Gilets jaunes ont montré, quoi qu'on dise d'eux, mais ils ont montré que ce n'est absolument pas une question élitiste et que c'est au contraire la question la plus concrète. Bon, cette question est absente du débat public. La question, par exemple, du grand remplacement, qui n'est pas l'immigration, est une question qui est quand même surprésente dans le débat public. Donc, c'est en cela que je dis qu'il y a quand même, non pas des thèmes qui seraient de gauche ou de droite, mais des concepts qui sont avancés. Malheureusement, ça fonctionne comme ça, le débat public. Il ne faut pas être, je dirais, naïf face à cela. Je donnerai un autre exemple. Et après, je m'arrête pour ne pas dépasser les 30 secondes. Regardez le mot... C'est trop tard, oui. Bon, alors je le donne très très vite. Regardez le mot de l'usage, et là, je sais qu'on ne sera pas d'accord, mais de déconstruction. Aujourd'hui, quand on parle de la déconstruction, dans le débat public, partout, quand on dit que quelqu'un incarne la déconstruction, un homme déconstruit, typiquement, ce genre de formule, ça donne l'impression que la déconstruction, c'est la destruction des valeurs, c'est le fait de renier tout l'héritage du passé, qu'est-ce la French Theory, ça a été une affaire de gens comme Deleuze, Derrida, Foucault, que mentionnait d'ailleurs, je le dis parce que c'est intéressant, que mentionnait Zemmour au début de son site français, en disant ce sont eux les responsables de la destruction de la France, c'est Derrida, Foucault et Deleuze qui ont incarné la destruction de toutes les valeurs traditionnelles. Bon, c'est faux ça. C'est absolument, mais même historiquement, faux. La déconstruction, c'est absolument pas ça. Au contraire, c'est une œuvre de connaissance, de réhabilitation, de fait d'exhumer dans l'héritage culturel qui est le nôtre toutes les traces, tout ce qui s'est joué, toutes les sédimentations qui peuvent être présentes dans cet héritage. C'est presque un travail d'archéologue. Et puis, si on se penche sur l'œuvre, mais alors là, je ne vais pas le faire pour ne pas dépasser les 30-45 secondes que j'ai déjà dépassées, de Derrida, Deleuze, etc., c'est absolument pas ce qu'ils ont fait. Et ça, voyez-vous, ce n'est pas un thème, ce n'est pas une question, c'est une lecture de droite qui s'est imposée et par exemple, qui tend là un faux miroir, une fausse image à la gauche. Mais je demande pardon pour ce comportement. Merci beaucoup, c'était important pour nous de revenir brièvement sur cet aspect conceptuel de la gauche. Et donc maintenant, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet, une question d'actualité que Nathan, tu avais traité dans ton roman Les liens artificiels, et donc de parler de la question de l'intelligence artificielle, du métaverse, et donc de l'impact du progrès technologique sur l'évolution de nos sociétés. Mathilde, je te laisse poser la question. Oui, en fait, c'est ce que vous abordiez dans votre livre Les liens artificiels. La question du virtuel et de l'intelligence artificielle, en fait,
possession en quelque sorte du monde réel. Et donc la question qui n'est peut-être pas très optimiste, c'est est-ce que notre réel aujourd'hui est condamné à être aboli par le virtuel? Est-ce que finalement Elon Musk est gagné? Et quelle serait la réponse de la gauche à apporter face à ça? Oui, alors merci pour cette question. Je pense en effet que les révolutions techniques sont des révolutions qui sont absolument majeures. Et que quand on fait de la philosophie de l'histoire, il ne faut absolument pas avoir de mépris pour la technologie. Il peut y avoir, entre guillemets, je caricature, mais deux écoles. Une école qui estime que l'histoire est faite par des idées, et que finalement la technique est une affaire de mode de vie, mais que ce n'est pas très important, et que ce sont les idées qui façonnent la technique. Et une école inverse, en bottom-up, du bas vers le haut, qui estime au contraire que l'histoire de l'humanité, même dans sa dimension la plus spirituelle, la plus intellectuelle, la plus culturelle, elle se joue par des choses aussi bêtes que l'invention de la roue, le train, l'avion, l'invention de l'iPhone, etc. etc. Il y a tout le travail notamment de Régis Debray, qui a fondé une discipline qui s'appelle la médiologie, qui a étudié ça, l'impact intellectuel, culturel, politique, etc., des petites révolutions techniques. Et il a une revue qui était formidable, qui s'est arrêtée, mais je me souviens d'un numéro où il démontrait que l'invention du roman moderne a été rendue possible par la construction de routes en Europe. Dès lors qu'en Europe, on s'est mis à construire de manière très très concrète des routes, et qu'il n'y avait pas seulement des chemins un peu hasardeux, etc., eh bien, ça a créé un univers qui rendait possible l'émergence du roman. Et donc, à ce titre, c'est pour ça que moi, toute cette affaire me passionne, cette affaire de révolution numérique et de virtualisation de nos existences, c'est se dire finalement, vers quel monde allons-nous? Et alors, pour vous répondre, il me semble que ce serait un double écueil d'être fasciné et béat face à ces révolutions-là, au métavers et à tout ce qui correspond à cela, ou d'être dans ce qu'on pourrait appeler une technophobie, d'estimer que c'est un grand remplacement de l'homme par la machine, etc. Parce que dans les deux cas, ce qui se joue avec la révolution numérique, c'est une réponse moderne donnée à une question qui est une question éternelle, une question intemporelle, qui est la question finalement des autres vies. Nous avons tous le désir d'un ailleurs, le désir d'une existence dans un autre univers, le désir d'une existence qui serait sortie de l'ici et du maintenant. Et précisément, la révolution numérique nous donne la possibilité, très très concrètement, de réaliser de plus en plus cela. Et la révolution numérique, si je devais la définir, je dirais que c'est avant tout une fabrication de doubles. Dès lors que je m'inscris sur un réseau social, même si je le fais sur mon vrai nom, même si je le fais, même si je ne prends pas un pseudo anonyme, eh bien à partir de là, je construis une certaine image de moi, qui n'est pas tout à fait moi, qui est moi obéissant à un certain nombre de codes, etc., et qui va me permettre d'accéder à des modalités de vie que je n'aurais pas pu avoir. Et c'est en cela que, d'ailleurs, quand on se penche sur l'histoire des révolutions numériques, les grands acteurs de la Silicon Valley, souvent, ils avaient des utopies assez gauchistes, finalement, contre-culture, etc., avec une volonté d'émancipation. Et cette promesse-là, il faut absolument, je pense, la considérer et la prendre au sérieux. Maintenant, pour vous répondre, je pense qu'une réponse, entre guillemets, de gauche, c'est une réponse qui s'inquiéterait de deux choses. Premièrement, que veut dire le mot liberté si c'est une liberté qui est une liberté virtuelle, qui est la liberté de mon pseudo et pas la liberté de moi-même? Aujourd'hui, la révolution numérique multiplie les libertés. Par exemple, la liberté d'expression. Depuis l'apparition des réseaux sociaux, c'est une révolution anthropologique majeure. Tout le monde a le droit à une parole publique. Alors qu'avant, il y avait vraiment seulement une élite de citoyens qui avaient le droit de s'exprimer dans les médias, etc. Et c'était une parole publique. Et sinon, les autres avaient une parole privée. Aujourd'hui, tout le monde a une parole publique. Ça, c'est central. Mais le corollaire de ça, c'est que cette libération, cette émancipation, elle passe jamais par moi, elle passe toujours par mon double, par mon alias, par mon... Et ça, c'est quelque chose d'important. Le deuxième aspect, c'est la question, évidemment, des libertés publiques. Et là, je pense qu'il faut s'inquiéter d'un phénomène qui est important. Évidemment que le modèle chinois, c'est-à-dire le modèle du crédit social, il sert souvent d'épouvantail, où on se dit, regardez, c'est un peu comme dans Black Mirror, une société qui utilise les nouvelles technologies pour brimer les libertés, pour soumettre tout le monde, etc. Mais, et je le dis, ma compagne Annelle, qui a écrit un article très intéressant sur ce sujet, et qui est dans la salle, elle a bien montré que ce modèle chinois, il ne fallait absolument pas le percevoir comme quelque chose qui nous était lointain, mais qu'au contraire, dans l'économie américanisée qui est la nôtre, et notamment ubérisée qui est la nôtre, finalement, il y a un certain nombre de grands principes du crédit social
qui fonctionnent aussi dans notre société, et notamment le principe d'évaluation. Quand vous prenez un Uber, typiquement, vous êtes sans cesse évalué, évaluant, évaluable, bon. Et en fonction de votre évaluation, vous n'avez pas les mêmes droits. Et ça, c'est évidemment un autre risque majeur, à mon avis, amené par ces techniques. Oui, j'étais plutôt d'accord avec ce que disait Nathan. Je te trouve meilleur en révolution numérique qu'en wokisme. Non, je plaisante. Non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je pense que bon, on aurait tort de balayer d'un revers de main la révolution numérique, et on aurait aussi tort, c'est là que je partage ta pondération, d'en faire une espèce de mantra de l'époque contemporaine, pensant que c'est là la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité. Moi, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Et je pense qu'effectivement, c'est une mutation anthropologique très profonde. Et cette mutation anthropologique agit dans deux sens. Dans le sens de ce que la technique peut provoquer comme différence, comme changement sur nos vies, et à l'inverse, dans ce que nos vies, nos mœurs, nos systèmes politiques peuvent avoir comme incidence sur la révolution numérique. Et je pense que c'est le dialogue entre les deux qu'il faut observer. Et dans ce dialogue, alors vous allez peut-être me trouver un peu pessimiste, et je raccorderai ça à... Là, je prépare un livre aussi sur le déclin démocratique en Occident, et je compare avec la situation de la fin de l'Empire romain au 5e et 4e siècle. Je pense que donner l'outil technique, numérique, dans des civilisations déclinantes, ou dans des civilisations avec une propension dictatoriale, on pense à certaines civilisations asiatiques, c'est très dangereux. Et c'est un peu comme, vous savez, le nucléaire, quoi. C'est-à-dire que le nucléaire, ça peut tomber entre des mains honnêtes qui vont en faire quelque chose qui va nous permettre d'avoir ces néons au-dessus de nos têtes, comme ça peut faire Hiroshima et Nagasaki. Donc je pense que malheur à une société qui adopterait le numérique et qui ne serait pas sage. Et je pense qu'il y a un rapport à la sagesse dans l'usage des outils numériques. Et dans des civilisations occidentales, et là ça boucle avec notre discussion de tout à l'heure sur l'individualisme, qui sont largement dépourvues de sagesse, qui sont dans une situation de baisse du fait religieux, en tout cas du christianisme. L'apparition de la technique, des nouvelles technologies, de la révolution numérique, telle qu'elle est arrivée, c'est-à-dire par le marché, c'est-à-dire par une sorte, si vous voulez, de technologie qui est déversée, qui est accessible à tout le monde via n'importe quelle application, où le pire côtoie le meilleur, etc., eh bien là, c'est dangereux. Parce qu'effectivement, vous savez, j'ai un exemple qui me vient en tête, j'avais vu certains élus, je ne veux pas les stigmatiser, mais bon, je me rappelle de présidents de conseils généraux à l'époque, présidents de conseils départementaux, qui tout sourire entraient dans les salles de classe, voir des petits-enfants de CP, CE1, CE2, et leur filer des iPads entre les mains, des tablettes, et qui étaient tous souriants devant France 3 Régions en disant « Regardez comme c'est formidable, on leur a tous donné des tablettes ». Et là, je me disais effectivement, la politique décline et nous avons affaire à des abrutis. Et je pense que l'avenir m'a donné raison quand on voit que les enfants de patrons de la Silicon Valley, d'ailleurs, n'ont pas accès à un ordinateur avant 14 ans, 13 ans, ça dépend des fois, à 15 ans. Eux-mêmes savent qu'effectivement, il faut en passer par un certain nombre de développements cognitifs, intellectuels, psychiques, avant de pouvoir faire usage de cette technologie. Et que, vous voyez, on a eu une espèce de mode là, ces dernières semaines, avec Nathan, on a fait 36 000 débats sur ChatGPT, etc. L'usage de ChatGPT, si vous utilisez ChatGPT pour faire un mail très ennuyeux à votre éditeur, par exemple, vous n'avez pas envie de lui répondre, vous vous dites, bon, ChatGPT répond à mon éditeur que les épreuves sont prêtes. Alors l'autre, il fait là, cher éditeur, les épreuves sont prêtes, il met 3 formules un peu faux cul de politesse. Bon, là, effectivement, ChatGPT vous a fait gagner 1 heure. Si vous utilisez cette heure-là pour lire Deleuze pour après bien critiquer, ou pour lire toute autre chose, c'est utile. Si vous utilisez cette heure-là pour vous abrutir devant Netflix, c'est moins utile. Donc je pense que vraiment, la question, c'est aussi de se dire quel va être l'usage que tout un chacun va faire de ces nouvelles technologies. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui est de l'ordre des corrections à apporter à l'humanité elle-même. Et je crois que blâmer les nouvelles technologies pour ce qu'elles sont en tant qu'outils, c'est une facilité qui nous amènera un peu nulle part. Je pense qu'il faut d'abord penser à nous-mêmes, penser à notre façon de voir le monde, penser à la façon dont on transmet des visions du monde à nos enfants, avant de penser à ce que les nouvelles technologies, qui ne sont pas une matière neutre, vont pouvoir avoir sur nos vies. Donc je pense qu'on ne fera pas l'économie de cette révolution, qui est en marche de toute façon,
Donc, en fait, si vous voulez, le débat sur la révolution numérique, c'est pas de se dire est-ce que cette révolution anthropologique, moi je suis pour ou moi je suis contre. Le sujet, c'est de se dire qu'elle est en train de se déployer et qu'elle va se déployer de différentes manières. Et là, je rejoins à 100% Nathan sur la question des libertés individuelles et des libertés publiques. C'était un de nos points de convergence pendant la crise sanitaire. C'est que moi, pourtant, je suis un ardent partisan de la lutte contre l'insécurité, mais pas de la lutte contre l'insécurité en surveillant tout le monde à coup de QR code ou, comme fait le maire de Nice, avec des drones, vous savez, qui se promènent, et puis vous marchez dans la rue, vous avez un drone, je sais que tu connais bien Nice et que tu es attaché à cette ville, très franchement, les drones de M. Estrosi, il peut les garder dans son garage pour faire du pilotage avec ses gosses le week-end, mais voir arriver ces drones, d'être là, et dans quelques années, je vous donne mon billet, que le drone, il va vous regarder, il va vous dire Paul Melun, il va vous analyser, il va regarder vos yeux, vos machins, et puis il va vous dire donnez-moi vos papiers d'identité, quoi. Puis moi, je vais lui mettre ma carte biométrique, là, et puis il va me prendre en photo, et puis ça va être formidable. Alors c'est une folie furieuse. Et moi, j'avais fait un papier dans le Figaro au moment de la crise sanitaire, parce que j'avais appris un truc qui m'avait fait tomber de l'armoire. Il y avait des chiens policiers à Singapour. Vous savez, c'était horrible, c'était des chiens, c'était des robots, des chiens policiers qui passaient, et si vous vous rapprochiez trop près, admettons, de votre compagne ou autre, le chien se mettait à hurler des cris stridents et à faire des trucs parce que la distanciation sociale n'était plus respectée pour alerter tout le monde. Et donc, un phénomène d'opprobre social se jetait sur vous, il a été ciblé par le robot. Et donc, c'était une espèce de harcèlement du robot permanent. Et bon, moi j'ai dénoncé ça, il y a guère que le Figaro ça intéressait, d'ailleurs la gauche était aux abonnés absents, mais si vous voulez, c'est quand même assez emblématique de ce que tu disais sur les grands périls finalement de cette révolution anthropologique qui, pour répondre à votre question sur la gauche, et puis même plus généralement sur une réponse humaniste à ça, c'est de dire comment faire pour, dans notre fort intérieur, dans nos réflexions, dans l'éducation que nous pouvons donner, dans les valeurs, pour le coup on rejoint avec le début du débat, dans les valeurs que nous véhiculons et qui sont les nôtres, comment finalement appréhender ces modifications-là en étant nous-mêmes et en étant des êtres humains émancipés et en pensant contre nous-mêmes, pour reprendre le livre de Nathan. Et je pense que c'est vraiment cela. Et que si nous sommes des espèces d'homo economicus rationnels, comme on le veut depuis la tertiarisation, soumis à tous les vents mauvais, eh bien la technologie nous mangera. Et que nous ne serons pas en mesure de faire quoi que ce soit. Et que nous serons trop abrutis, trop décérébrés pour faire quoi que ce soit de ces outils qui nous arrivent. Et je pense que l'intelligence artificielle est avant tout un défi pour l'intelligence humaine. Merci beaucoup. Maintenant, si vous voulez bien, on va parler d'un sujet un peu plus polémique en ce moment, on va parler d'école. C'est pas pour parler de la ministre, c'est pour savoir ce que vous, l'école républicaine, représente, ce qu'elle devrait représenter, ce qu'elle devrait apprendre en priorité aux élèves, est-ce qu'elle devrait leur apprendre à penser contre eux-mêmes, à philosopher, et comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'école de la République en France? On va essayer de parler en 5 minutes à peu près comme ça. Ah oui, on répond. C'est moins long. Alors, merci de poser cette question, qui est en effet une question absolument majeure. Alors, pour vous répondre, d'abord, j'ai eu la chance d'être en grande partie formé en philosophie par quelqu'un qui s'appelait Jean-Pierre Osier, qui était un professeur en retraite, qui avait 78 ans quand je l'ai rencontré, et qui avait passé toute sa vie à être professeur de philosophie dans des classes prépa, et qui était quelqu'un d'extraordinairement érudit, qui parlait toutes les langues, qui connaissait absolument tout. Enfin, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi érudit que cela. Et pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'il était de la promotion, il le disait tout le temps, de l'école normale en 1956, qu'il avait passé donc son bac en 1953, et qu'il était né en 1935 dans une famille pauvre en Bretagne, qui n'avait pas connu son père, qu'il avait juste été éduqué par sa mère, et qu'il était allé dans la petite école du coin, dans un milieu qui n'était pas du tout favorisé. Et que cette petite école, il me disait, moi, ce que j'apprenais en 5e, tu l'apprends aujourd'hui en terminale. Et il me le disait, ce n'était pas des phrases, il me le montrait. Il me disait, moi, en latin, j'étais meilleur que toi en 5e, que vous ne l'êtes, qu'un très bon élève en France ne l'est en terminale. Donc c'est vrai que moi, j'ai grandi à partir du moment où je l'ai rencontré, avec vraiment cette mythologie d'une école française. Et j'insiste parce qu'il y a vraiment un génie français, qui a été, et particulièrement en philosophie,
qui n'est pas la même chose que le génie allemand qui existe aussi, que le génie italien, que le génie américain, mais qui est celui d'une exigence absolument totale, de rigueur intellectuelle dans tous les domaines, et corrélée à une grande liberté intellectuelle. Si vous regardez par exemple la manière dont on fait de la philosophie en Italie, les Italiens sont très très forts en matière d'histoire de la philosophie. Ils sont formés à cela de manière peut-être plus rigoureuse qu'aujourd'hui en France, mais on met un peu moins l'accent sur la liberté intellectuelle, sur la créativité conceptuelle. Et ça donne une philosophie qui généralement, je ne fais pas de cliché, mais qui généralement est très bonne sur l'histoire et moins créative. Les Américains sont très forts en créativité, en ouverture par exemple aux autres sciences. Mais en histoire de la philosophie, leurs formations sont assez pauvres. Donc ça donne une philosophie qui est intéressante, qui est stimulante, mais souvent on se dit, bon, s'il avait lu un peu Aristote, ça n'aurait pas fait de mal. Donc je suis très attaché à ce modèle-là français. Et en effet, ce modèle, je pense qu'on est tous d'accord dans la salle, j'imagine, pour dire qu'il est en danger, qu'il est menacé, et que le plus grave encore, c'est qu'alors qu'il est menacé, on passe notre temps à faire des polémiques sur l'école qui n'ont, je suis désolé, aucun intérêt et qui n'ont rien à voir avec ce sujet. Moi, je pense que le sujet numéro 1 de l'école, c'est qu'on ne fasse plus de latin dans le lycée de Jean-Pierre Rosier de 1954. Je suis persuadé que le niveau en latin a chuté dans ces 50 ans. C'est ça le sujet majeur. Et je vous donne le latin, mais on peut donner tous les sujets. C'est ça la mission sociale, intellectuelle, politique, la mission transcendante même de l'école. C'est ça le sujet. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on nous sert comme polémique sur l'école? On nous parle des vêtements que les gens mettent en cours. Est-ce qu'on vient en cours en crop top? Est-ce qu'on vient en abaya? Est-ce qu'on vient au voile? Moi, je vous le dis, vraiment, peut-être que les avis sont contrastés, hein, mais je donne des cours à l'université. Ces questions-là n'existent pas à l'université parce que, précisément, tout le monde peut venir habillé comme on est, le devise du McDonald's, certes, mais aussi de l'école. Donc, il y a plein de femmes voilées. Ce n'est pas un sujet. Le sujet, et elles seront parfois très très bonnes en philosophie, c'est un non-sujet. Le sujet, c'est le niveau, premièrement. Deuxièmement, le sujet, c'est le fait que le métier de professeur n'est plus attractif. Et j'aimerais faire l'éloge paradoxal de la ministre de l'Éducation actuelle, parce que, tout à ses maladresses de communication, elle a mis involontairement le doigt sur tous les sujets qui sont en effet brûlants. Quand elle dit « j'ai dû mettre mes enfants dans le privé parce qu'ils n'étaient pas remplacés dans le public, il y avait trop d'heures qui sautaient », apparemment c'était faux factuellement. Mais même si c'était faux dans son cas, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a une pénurie de professeurs dans énormément de disciplines. Et ce sont ces sujets-là qui sont importants. Et au lieu de ça, on nous vend, même quand on nous vend un ministre comme Gabriel Attal, dont on nous dit qu'il est actif, qu'il va prendre le problème à bras-le-corps, c'est pour nous parler d'uniforme, c'est pour nous parler de laïcité, c'est pour nous parler de sujets qui, je suis désolé, ne changeront absolument rien à la baisse de niveau. Et moi, je trouve ça vraiment triste. Alors, je vais peut-être vous étonner, et t'étonner, Nathan. C'est mon mea culpa progressiste, mondialiste et woke comme toi. Non, je plaisante. Non, mais sur le sujet de l'uniforme, et de l'abaya d'ailleurs, même si on n'est peut-être pas d'accord sur le fond de ces sujets, là où je te rejoins, c'est qu'ils sont accessoires. Et que juger que Gabriel Attal est le plus grand ministre de l'Éducation de tous les temps parce qu'il a interdit l'abaya, c'est un peu fort de café. Et que c'est mon ami Michel Onfray qui dit souvent ça, qui dit ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a sur la tête, c'est ce qu'on a dans la tête, en parlant du voile. Moi, je m'inquiéterais plutôt de tes étudiantes en philosophie voilée sur la part des choses qu'elles vont faire ou non entre la religion et entre le texte et entre la philosophie qui va venir déranger le texte. Plutôt ça, moi, qui m'intéresserait dans leur cas. Et peut-être aurais-je de bonnes surprises en tout cas, mais moi, je suis effectivement plutôt dans la vieille ancienne marxiste de la religion opium du peuple. Et je sais que quand il y a trop de religions monothéistes quelque part, c'est parfois difficile d'aller sur certains sujets de philosophie. Je ferme la parenthèse là-dessus. Voilà. Alors après, on peut effectivement demander un certain nombre, et là encore, ça m'embête parce que je viens à l'accessoire avant de venir au principal, mais je vais y venir. On peut demander à des élèves de ne pas venir en crop top ou habillés n'importe comment à l'école, ou on peut demander aux gens de ne pas voiler leurs filles à je ne sais quel âge, des enfants, etc., tout en faisant de l'école un sanctuaire de la méritocratie et en faisant tout ce que tu appelais à faire, Nathan, avec lequel je suis d'accord. L'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, effectivement, dire que l'alpha et l'oméga de l'éducation nationale en France aujourd'hui, c'est les abayas, c'est une grosse sottise. Parce qu'effectivement, le remplacement des professeurs, c'est un sujet, les moyens sont un sujet, bien que ce ne soit pas, à mon avis, le principal sujet. Pour moi, le principal sujet, et tu l'as très précisément dit avec ton maître de philosophie, moi j'en ai eu un peu dans le même genre, il s'appelait Marc Terrade, c'est lui qui m'a donné à aimer la philosophie. Et du premier jour de la classe, je me suis mis au premier rang, et il a dit « mon philosophe préféré, c'est Nietzsche ».
Et là, je lui ai dit, tiens, je dis quoi, c'est qui? Et il a expliqué tout ça. Et alors, c'est vrai que ça a été une forme de... Et je sais que je n'ai pas été le seul dans la classe. Et j'étais dans le public de secteur le plus classique. Et lui, il était agrégé de philosophie. Vous imaginez la chance qu'un gamin de smicard se retrouve au premier rang avec face à lui un maître de philosophie qui est agrégé de philosophie, qui a traduit des textes en grec ancien, qui est une espèce de Bible vivante et qui vous offre ce substrat intellectuel, culturel, philosophique d'emblée. C'est là, effectivement, la cheville ouvrière de l'école et c'est peut-être là que l'émancipation commence. Parce que moi, je pense que le grand rôle pivot de l'éducation nationale, c'est l'émancipation, l'instruction et l'émancipation par l'instruction, par le savoir. Des choses qui peuvent nous permettre de sortir des carcans sociaux. Et là encore, ça fait la jonction avec ce que l'on disait tout à l'heure sur d'où parlons-nous, camarades, d'où venons-nous. C'est-à-dire qu'entre le d'où je viens et le où je vais, l'école joue un rôle majeur. Et il faut la laisser jouer ce rôle. Et bien sûr, si vous évoluez comme les enfants de Madame la Ministre dans le privé le plus sélectif de France, ou comme les enfants de Papa Ndiaye dans le privé le plus sélectif de France, effectivement, de toute façon, les parents sont tous les deux énarques, ils ont fait les meilleurs prépas de Paris, vous ferez pareil, vos petits-enfants pareil. Bon, ça c'est Bourdieu qui le montre très bien. Enfin, c'est de la reproduction sociale assez classique. On ne va pas reprocher à la ministre, bien sûr qu'elle ne veut pas mettre ses enfants dans le public de secteur, parce qu'elle sait les problèmes du public de secteur. C'est là que moi j'y ai trouvé d'ailleurs une certaine hypocrisie. Et comme toi, je fais le panégyrique finalement du professeur, de la figure de l'enseignant, de l'instituteur, même c'est un beau mot, instituteur. Moi, dans mon village, dans les Deux-Sèvres, l'institutrice, l'instituteur qui ont 30 enfants, 25 enfants dans la classe, ils font un travail pour les prochaines décennies qui est fondamental, Et quand je vois ces enfants qui se baladent, ils montrent les dolmens, l'église à côté avec son dôme en pierre, qui était un ancien sanctuaire païen en 955 après Jésus-Christ, etc. Et que l'instituteur explique ça. Moi, c'est ce que j'ai retenu de mes instituteurs, institutrices, quand j'étais dans mes petites classes, quand ils m'emmenaient, et puis qu'on faisait le tour des rues, dans les pâtés de maison des villages, puis qu'ils expliquaient l'histoire des rues, leurs noms, les lieux. C'est vraiment là le creuset et la plus noble des missions, finalement, de l'éducation. Mais pour pouvoir faire ça, il ne faut pas être empêché, ni par les moyens, effectivement, ni par des déficits dans la formation des professeurs, ni par des conditions d'instruction qui sont gênées par, j'y reviens, des phénomènes aussi d'insécurité ou par des phénomènes où des petits caïds au fond de la classe font la loi. Moi, je parle aussi avec beaucoup de professeurs qui enseignent également en région parisienne, en banlieue parisienne, et qui me disent, malgré toute la bonne volonté du monde, quand j'arrive pour enseigner, je ne sais pas, la guerre des Gaules par César, franchement, en 1h30, j'y arrive pas. C'est la cohue, c'est le bazar, je n'arrive pas à tenir cette classe, et donc je fais le cow-boy, je distribue des heures de colle, etc. Donc là, il y a vraiment tout un travail qui est immense, immense. Mais ce travail-là, et là je pense qu'on sera d'accord Nathan, c'est vraiment le premier à mener. C'est-à-dire que, et là c'est un combat aussi authentiquement de gauche et authentiquement républicain, c'est que refonder l'école sur des bases d'excellence, c'est fondamental. Une école publique dans un pays comme le nôtre, qui serait d'une excellence fabuleuse et qui permette à des Français qui viennent de province, ou dont les parents n'ont pas d'argent, ou qui sont issus de l'immigration, de s'émanciper, de comprendre le monde, de se faire leurs opinions, de développer leur esprit critique. Mais en fait, si vous voulez, vous pouvez ouvrir toutes les places de prison que vous voudrez, vous pourrez mettre tout le monde dans un bagne à Kourou, ou vous pourrez je ne sais quoi. Si l'éducation nationale est en faillite comme elle l'est aujourd'hui, ce sera peine perdue. Il ne faudra pas construire 30 000 places de prison, il faudra en construire 60 000, puis 90 000, puis 120 000, puis tout le monde finira en prison. Donc, à un moment donné, il faut en commencer par là. On ne peut pas en faire l'économie. Donc, moi, je pense que c'est ça le grand défi de l'éducation nationale, son travail d'émancipation. Merci beaucoup. L'école, on sait que ça a constitué c'était un arsenal de la construction de la religion républicaine. Ça, c'est Anne-Marie Thiès qui en parle très bien dans son ouvrage sur la construction des identités nationales. Et donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport à la compatibilité entre la religion républicaine, qui est empreinte d'athéisme, de mangeurs de curé comme votre père, et donc sa compatibilité avec les religions monothéistes. Est-ce que vous pensez que la laïcité donne la liberté nécessaire pour pouvoir, disons, approfondir la question de la foi, ou bien est-ce qu'en France, on a une forme d'athéisme qui est tellement convaincu qu'on considère qu'en fait la religion va tellement contre la rationalité que la laïcité empêche une forme de spiritualité? Tu veux
Non, peut-être juste d'un mot sur la laïcité à ce moment-là, ça permettra, parce que je ne veux pas divulgacher ce qui est présent dans ton livre, mais tu traites quand même très très justement de cette question. Moi, je pense que la laïcité, on lui donne des pouvoirs un peu surnaturels. Hein. Quand il y a un problème, on va dire un problème d'élèves qui, au nom de leur confession, ne veulent pas faire telle ou telle chose, on dit « Ah, vivre ensemble et laïcité », et puis c'est réglé. On dit laïcité. Alors, le mot, c'est le mot magique. Oui, mais la laïcité, moi je suis farouchement pour la laïcité, mais la laïcité, c'est un cadre minimum pour que puissent s'exprimer sans se taper dessus à peu près toutes les religions, et pour que l'État, depuis 1905, ne soit pas dirigé par Mazarin, Richelieu ou par le pape François. Bon, le pape François, il a du boulot en ce moment d'ailleurs. Voilà, donc je pense que, si vous voulez, c'est ça la laïcité, tout bêtement. Et c'est comme tout à l'heure notre histoire de valeurs de la République. C'est-à-dire que invoquer à tort et à travers les valeurs de la République ou invoquer à tort et à travers la laïcité en mettant rien dedans derrière et en s'en servant à géométrie variable quand on a un petit problème en disant « bon, on va interdire ça au nom de la laïcité », non, il y a une hypocrisie folle d'ailleurs. Le sujet de l'abaya par exemple, ou même jadis de la burqa, quand on a interdit la burqa, ce n'était pas vraiment au nom de la laïcité, c'est un faux prétexte. On a utilisé d'ailleurs, le législateur a utilisé une facétie pour la burqa en disant eh « c'est parce qu'on n'a pas le droit de dissimuler son visage ». La belle affaire. Tout le monde savait très bien que ce qu'on ne voulait pas, c'était qu'il y ait l'islam politique le plus visible qui soit dans nos rues, que ça dérangeait tout le monde, ça gênait aux entournures, mais que pour faire progressiste, il fallait dire bon, laïcité. Bon. Donc tout ça, ce sont des arguments, ce sont des éléments rhétoriques. Mais à mon avis, la laïcité, c'est une garantie minimum pour après travailler sur tous les sujets dont nous avons parlé. Une fois que vous exprimez dans un cadre laïque, après, on peut travailler sur l'émancipation, on peut travailler sur la philosophie, on peut travailler sur l'art, on peut travailler sur notre langue, on peut travailler sur les mathématiques, et tout ça peut se faire sereinement si chacun laisse sa religion de côté le temps de la classe. C'est tout. Alors là, je parle de la laïcité à l'école, bien sûr, mais je pense que c'est ça, c'est un élément un peu basique qui permet de vivre en société et que je viendrai adjoindre finalement au contrat social de Rousseau. Mais c'est ni plus ni moins, selon moi. Donc je ne sais pas, Nathan, si tu es d'accord avec moi. Oui, j'ai des points d'accord avec toi. Je dirais aussi que grande méfiance, c'est un peu comme les valeurs de la République, en effet, face à la chose abstraite. Hein. J'aimerais partir d'une donnée concrète. Nous vivons dans le 4e pays le moins religieux du monde. Il me semble qu'il faut la poser à partir de là, la question de la laïcité. Elle ne se pose pas de la même manière selon que vous êtes aux États-Unis, selon que vous êtes en France, au Liban ou en Italie. Nous vivons, plus encore, dans un pays et une société, ça obsédait Malraux à la fin de sa vie. Malraux disait, il sentait qu'il allait mourir, et qu'après lui viendrait une France qui serait la première civilisation de toute l'histoire de l'humanité, qui ne serait plus régie par aucune valeur suprême. Il avait vu la religion, il voyait très bien que la religion allait mourir, il avait vu aussi que les idéologies allaient mourir, et que, donc, la fin du communisme, etc., il avait vu tout cela, et il avait vu qu'on se retrouverait confronté à, littéralement, et ce n'est pas une critique, c'est un constat, et ça peut même avoir une dimension d'éloge, mais à une société du rien. Ça veut dire à une société qui n'a plus aucune idole, qui n'a plus aucune illusion. Donc ça, c'est formidable, notamment pour un travail de lucidité, c'est mieux de vivre dans une société sans idole, mais donc dans une société qui n'a plus aussi l'énergie, la lumière véhiculée par ces idoles. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et donc ça me semble central juste de dire que de cette situation, il me semble qu'en France, on nourrit de plus en plus une incompréhension totale et radicale face aux faits religieux. Vous voyez, moi j'ai quitté la religion, c'est pas moi qui vais vous en faire la promotion, c'est pas moi qui vais vouloir avoir la moindre, si vous voulez, démarche de prosélytisme ou de complaisance, etc. Mais enfin, j'ai du respect pour la quête de sens qu'est la religion, j'ai plus de respect pour la religion que pour une sorte de, je sais pas, de conformisme un peu facile, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que si la France rentre dans cette démarche de ne plus comprendre ce que signifie le mot religion, eh bien, elle se coupe littéralement du monde. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe avec la laïcité. Alors, je vais vous donner des exemples concrets. D'abord, la laïcité est une notion intraduisible dans aucune langue, et c'est une notion qui est réprouvée par la totalité, à peu près la totalité, de l'univers. Ça veut dire que vous allez
dans les pays arabo-musulmans, ils estiment que c'est un concept islamophobe. Vous allez dans le monde anglo-saxon, ils estiment que c'est un concept de positiviste fou, névrotique, et qui cherchent absolument à se battre les uns avec les autres. Vous allez dans certains pays d'Europe de l'Est, où la disparition du christianisme n'est pas aussi forte, eh bien, ils vont estimer que c'est un concept de gens qui ont perdu toute transcendance. Et donc, finalement, personne n'approuve la laïcité, sauf les Français. Tout cela pour dire qu'il me semble qu'il y a un traitement très, très névrotique de la manière dont on traite de tous ces sujets en France, parce qu'on s'intéresse tout le temps, tu citais la phrase de Michel Onfray, avec laquelle je suis d'accord, aux signes extérieurs de religion. Quand on nous parle de laïcité, c'est pour nous parler des vêtements, c'est pour nous parler des signes ostentatoires, les colliers, les pendentifs, tout ça. C'est pour nous parler des pratiques, c'est pour nous parler des piscines, voilà, etc. Et c'est en plus avec des concepts qui sont tellement absurdes. Dire d'une femme voilée qu'elle est soumise, si elle a choisi librement de se voiler, c'est employer un concept qui est complètement étranger à la manière dont fonctionne une religion. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du voile, vous comprenez bien, mais ça n'a pas de sens, et tout le monde le voit bien que ça n'a pas de sens. Et face à cela, il y a un autre combat à mener, qui est le combat, encore une fois, idéologique. Pardon, excusez-moi. Le problème, c'est le problème, me semble-t-il, du fanatisme, de l'intolérance, du refus d'accepter les autres religions, du refus d'accepter l'athéisme, du refus d'accepter qu'il puisse y avoir des individus qui soient athées, qui aient des mœurs libres, des mariages mixtes, de l'homosexualité, etc., etc. Mais ça, c'est absolument pas une question de signe extérieur de religion. Je vous donnerai juste un exemple. Ce qui se passe en Iran, c'est absolument pas, comme on le croit, une société avec uniquement des gens qui ne sont pas religieux, qui luttent contre la religion. Vous avez des femmes voilées qui luttent aujourd'hui en Iran pour la chute du régime. Parce que précisément, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quand la religion devient quelque chose qui empêche de vivre dans une société ouverte. Et une société ouverte, ce n'est pas un concept abstrait pour le coup. C'est quelque chose de très concret. C'est comment vous réagissez si vous avez quelqu'un qui est homosexuel à votre table. Comment vous réagissez si vous êtes athée. Comment vous réagissez si vous êtes membre d'une religion et que votre fille va épouser quelqu'un qui est membre d'une autre religion. Ça, c'est très concret. Et ce n'est pas lié aux signes extérieurs de religiosité. Oui, mais là, Nathan, tu évoques le cœur du sujet, en fait. C'est que, à la fin, quand tu expliques que ce qui doit interroger, c'est dans une société ouverte que des religions, principalement monothéistes, disons-le tout de go, ne sont pas partisans de cette ouverture, de cette tolérance, ou ne vont pas vouloir avoir à leur table un homosexuel, un juif ou une femme si elle est impudique, etc. C'est ça le sujet aussi. C'est qu'effectivement, on peut critiquer notre laïcité en disant qu'elle est insuffisante pour lutter contre cela. De toute façon, les pays anglo-saxons que tu citais et qui critiquent à tort et à raison la France, il est toujours bon de critiquer la France quand on est anglo-saxon d'ailleurs, et sa laïcité, eh bien avec leur modèle multiculturaliste, ils n'y arrivent pas mieux que nous. J'en veux pour preuve ce qu'a dit récemment la ministre de l'Intérieur anglaise, qui a dit « nous avons commis un lourd échec sur la question du multiculturalisme ». Et tu parlais de Malraux. Malraux disait aussi « il est étrange de vivre consciemment la fin d'une civilisation ». Et moi je pense qu'il faut aussi comprendre, disons, les velléités impérialistes ou évangélistes d'un certain nombre de religions monothéistes en Europe, et une en particulier, à l'aune de cela, à l'aune du fait que nous avons, nous occidentaux, dans notre rapport aux religieux, dans notre rapport à la transcendance, quelque chose qui s'est défait et qui était déjà pointé par Malraux et par De Gaulle, et qui est que nous laissons un espace, une place à ce que, effectivement, des religions monothéistes qui ne se veulent pas en accord avec les valeurs qui sont défendues par l'Occident, et à commencer par ces valeurs d'ouverture et de tolérance, et qui s'y opposent. Et donc c'est comment est-ce qu'un pays comme le nôtre, une grande démocratie libérale comme la nôtre, peut réagir face à cela. Et comment est-ce qu'on réagit récemment, par exemple, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, sur les sujets d'homophobie, a rappelé, il était très mal à l'aise sur la question de l'homosexualité, il a rappelé, il s'est contenté de dire, en islam, l'homosexualité, c'est interdit. Il ne pouvait pas dire que c'était... qu'il fallait être tolérant, quoi. Déjà, ça, c'était trop. Et c'est ce qu'on a de plus modéré en magasin, les mêmes de la Grande Mosquée de Paris. Donc, effectivement, ça montre quand même, j'en veux pour preuve tous les sondages d'opinion. Marianne avait fait une très bonne enquête d'opinion sur la façon dont les religions apprécient les minorités sexuelles, apprécient les combats progressistes, etc.
effectivement, je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots aujourd'hui, il faut dire que l'islam en France aujourd'hui a plus de mal que les autres religions à accepter, à tolérer un certain nombre de valeurs qui, pour le coup, sont des valeurs d'ouverture, de tolérance, humanistes, progressistes, et tu les appelleras comme tu veux. Et face à cela, envoyer les hussards noirs de la République ou la laïcité, effectivement, ça ne suffira pas. Donc la question c'est, comment est-ce que, et là on en revient à notre débat sur la gauche, comment est-ce qu'on peut trouver une réponse humaniste ou de gauche ou ouverte face à des gens qui ne veulent pas, pour certains, de notre ouverture, de nos valeurs, du fait que 2 hommes ou 2 femmes puissent se tenir la main dans la rue, qu'un gars puisse se promener en kippa, avec une kippa sur la tête en plein conflit israélo-palestinien. Comment est-ce qu'on fait là-dessus, très concrètement? Et c'est là qu'il y a, là j'ouvre la boîte de Pandore, il nous faut un autre débat, pour pouvoir se dire finalement comment faire face à cela. Et là, effectivement, la laïcité, c'est, si vous voulez, la laïcité, c'est un pistolet à bulles face à l'armée du Troisième Reich. C'est rien du tout, quoi. Bon, la laïcité, ça, terminé. Donc il faut autre chose. Et cette autre chose, moi je pense que c'est un patriotisme ouvert, un patriotisme de gauche, mais qui n'a pas honte d'affirmer des valeurs, d'affirmer des principes et de les faire respecter. Et de faire en sorte que les personnes qui ne respecteront pas ces principes soient de plus en plus minoritaires et qu'elles soient progressivement assimilées à ces valeurs et à ces principes. Et je pense que ce n'est qu'à ce prix-là qu'on pourra continuer à conserver les valeurs qui nous tiennent, je crois, tous les deux à cœur, puisqu'on est plutôt libertaires et humanistes l'un et l'autre, c'est-à-dire ces valeurs d'humanisme. Et si on traite ça comme une partie de la gauche en disant après tout, bon, effectivement, le voile, c'est pas tant que ça un sujet de soumission, chacun fait un peu ce qu'il veut, quoi. Bon, on est tolérant, on est de gauche après tout, donc bon, bah oui, effectivement, il y a une femme en burqa sur 10 000 en 1970, après il y en a 10, après il y en a 100, après il y en a 1000, après il y en a 10 000, après il y en a 100 000. Boualem Sansal montre ça très bien sur ce qui se passe dans certains pays du Maghreb, et puis à la fin on se retourne et puis on dit, ben non, on a raté. Donc il fallait agir avant. Et c'est comment est-ce qu'on agit avant? Je ne parle pas là des solutions simplistes néo-zémourienne qui consisterait à dire bon allez, puisqu'il y a un problème, on fait de la remigration ou je ne sais pas quoi, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait politiquement, intellectuellement pour regagner, et là c'est aussi une bataille culturelle, une bataille des idées, comment est-ce qu'on fait pour faire des Français là-dessus, et comment est-ce qu'on fait pour faire des gens qui sont pétris de ces valeurs républicaines, humanistes, tolérantes. Et je pense que ça c'est un défi civilisationnel majeur. Oui, juste en 20 secondes, je suis d'accord sur la question que tu poses, et c'est pour ça que moi j'ai une forme de méfiance vis-à-vis de la manière dont on parle de laïcité. Un rapport par exemple de fétichisation à cette loi de 1905. Parce que les vrais sujets, je pense si on veut mener vraiment une guerre contre le fanatisme, et qu'on estime que le fanatisme, il ne naît pas de rien, mais qu'il naît de gens qui sont des transmetteurs d'idées. Eh bien par exemple, le modèle alsacien n'est pas un modèle complètement inintéressant. Un modèle qui donc précède la loi de 1905, le modèle du Concordat. L'idée de dire, d'envisager que les prêtres de toutes les religions, catholiques, judaïsme, islam et autres, soient des fonctionnaires de la République, qui soient par exemple payés par l'État. Parce que si vous voulez, oui, je dis juste une chose, le grand problème c'est qu'on s'imagine en France que c'est soit la laïcité, soit la théocratie. Mais c'est pas vrai. Enfin, soit la loi de 1905, soit la théocratie. C'est pas vrai. Dans la séparation du théologique et du politique, il y a 1001 modalités qui ne sont pas la théocratie. L'Alsace, c'est un exemple. Donc si vous imaginez que vos prêtres sont des fonctionnaires de l'État, avec des obligations qui vont de pair. Par exemple, vous n'avez pas le droit d'être prêtre si vous n'avez pas fait des études profanes. Vous devez avoir un master de psychologie, de littérature, de sociologie, d'histoire de l'art, de physique, de n'importe quoi. Ben, je peux vous dire que ça change immédiatement le rapport à la manière dont vous percevez les choses. Donc, je veux dire, quand j'appelle à cesser de s'exciter sur les signes extérieurs de religion, c'est pas pour prôner un modèle passif à l'anglo-saxonne, de dire chacun dans son coin. Non, c'est pour dire il faut faire des choses concrètes, mais des choses de fond, et des choses qui se jouent sur le terrain, justement, de la manière dont on conçoit une religiosité. Voilà. Là-dessus, je te rejoins. Merci beaucoup. Bon, alors, je vous laisse vraiment 30 secondes pour répondre chacun, et après, on posera Ah bah oui, quand même, oui. Petite dernière question. On a face à nous un pur produit parisien et un amoureux du voyage en territoire. Donc, une question sur les territoires. Est-ce que vous êtes plutôt La France des territoires, les territoires de la France. Oh là là. D'abord, je ne dis pas les territoires, je dis la province. Mais non, bah, moi, effectivement, vous l'avez dit, moi, je me sens bien. D'abord, je me sens bien quand il y a de la nature autour de moi. Ça fait un peu écolo de bazar, ce que je dis là, mais je le ressens vraiment. Là, par exemple, à part les sapins qu'il y a là-bas illuminés, j'ai pas grand-chose.
Ouais, un sapin en pot, bon ça c'est bien, ils vont être plantés. Non, blague à part, moi je pense vraiment, quand j'arrive, vous savez, quand je peux vous raconter ça, ça va vous suffire à vous répondre. Quand je passe le péage de Saint-Arnoux avec ma voiture, je descends de la 10, en fait c'était un voyage un peu sympa. C'est-à-dire que d'abord j'ai la Beauce et les éoliennes, donc là je suis encore un peu dans l'Île-de-France. Avant, j'ai eu les bars HLM que je vois sur les côtés, et là, à chaque fois, j'ai des réflexions du style, enfin franchement, qu'est-ce qu'on est allé faire, etc. Ou comme quand je vais à Cergy, je me dis, putain, c'est ville nouvelle, mais quelle catastrophe. Je regarde la préfecture grise, je me dis, quelle horreur, ça. Après, j'avance un peu, je descends, là, je vois les éoliennes. Alors là, c'est mon moment où je râle contre les éoliennes. En même temps, je me dis, bon, elles sont près de l'autoroute, donc elles gênent moins que celles qui y a près de mon jardin. Bon, le péage de Saint-Arnoux, je me dis, ouais, c'est quand même pas terrible. Bon, Orléans, ça va mieux, Jeanne d'Arc, ça. Tours, là, Tours, je suis un peu plus content parce que je vois les panneaux de Chambord, je vois les panneaux de l'abbaye de Beaugency, je vois le Clos Lucé, je vois Amboise, je vois Vincy, ça, bon, je me dis c'est mieux. Et après, je sors de l'autoroute et là, j'arrive en France. Parce que j'arrive à Azay-le-Rideau, j'arrive à Chinon, j'arrive à Loudun, la cité Renaudot, ils ont fondé le prix Renaudot, je vois le donjon, je vois les arbres, et après, je vois un petit manoir, je vois un ruisseau. Je vois des arbres, et tous ces arbres, ils ont été plantés par l'homme, ce n'est pas un jardin d'Éden. Donc je vois ce paysage qui a été façonné depuis des siècles, je vois des murs en pierre sèche qui dessinent la route sinueuse, et au loin, je vois le château de mon village, qui était celui de Madame de Montespan. C'est là que, d'ailleurs, elle avait été ostracisée en exil, c'est-à-dire que mon territoire est un territoire d'exil. Et puis ensuite, je reprends cette petite route et j'arrive à ma maison, qui est près d'une chapelle du Xe siècle. Et derrière, il y a un dolmen, derrière les petits chênes qui sont sur le rocher. Ben là, j'arrive en France, voilà. Et c'est vrai que c'est là que je me sens le mieux. Après, quand je bois un verre avec mon ami Nathan, ou qu'on déjeune ensemble, ou qu'on dîne ensemble, ou avec Anaël, etc., bon, je me sens aussi très bien. Mais je les invite souvent à venir, mais j'observe que Nathan est assez parisien, même dans ses choix de voyage. Oui, moi je ne veux pas vous mentir. À titre personnel, j'ai un problème avec la nature. Enfin, ça me... L'horreur des Deux-Sèvres. Non. Sauf les Deux-Sèvres, enfin, bon, évidemment. Non, la France des villes. Et j'aime passionnément les villes. Il y a un roman, enfin pas un roman, un livre d'Aragon qui s'appelle Le paysan de Paris. Et d'essayer de porter sur des villes, on peut les voir profondément comme des paysages, alors qu'ils sont pétris d'une sorte de nature humaine, de nature sublimée, de nature fantasmée, etc. Et donc je suis vraiment un amoureux absolu des villes de France. Alors je peux donner d'autres exemples. Il n'y a pas très longtemps, je devais aller à Bordeaux, puis j'avais un train, enfin voilà, et je m'arrêtais à Poitiers. Je vous donne cet exemple. Découvrir la ville de Poitiers, passer 5 heures à me promener, à explorer les rues, à rentrer dans un café, à écouter les gens parler, à observer l'église, à observer les magasins, etc. Moi, j'aime passionnément la France des villes, mais pas en l'opposant à la France de la nature. C'est que vraiment, je pense que chaque ville n'a été rendue possible que par la compréhension de la nature où elle a éclos. Et finalement, et par la sublimation de cette nature. Et ce que j'aime dans les villes, c'est la manière dont elles comprennent, dont elles réinventent, dont elles réécrivent le territoire qui les a fait naître. Et donc oui, non, France des villes. Comment réinventer ce dialogue social avec ces nouveaux enjeux qui sont maintenant à notre porte? Sur la restriction des libertés, effectivement, je serais mal à l'aise à restreindre les libertés d'outils que je trouve potentiellement liberticides ou cause de la décérébration d'un certain nombre de jeunes comme TikTok. Je n'ai aucune sympathie pour TikTok, je trouve cette application dégénérée, pardon, hein, mais je trouve que l'interdire serait tout aussi dégénéré. C'est-à-dire que je n'aime pas l'interdiction, je ne sais pas si Nathan sera avec moi, mais je trouve que c'est une défaite politique. C'est-à-dire que si, parce que nous n'avons pas été capables d'éduquer les Français à utiliser TikTok et à se prémunir de ses effets indésirables, eh bien c'est là qu'est l'échec. Et l'interdire me paraîtrait vain, parce qu'en plus, très concrètement, si on sort de l'aspect philosophique du début de ma réponse, sur l'aspect purement technique, vous allez interdire TikTok, et puis autre chose qui va se créer, puis vous allez interdire TikTok, vous allez dire pourquoi est-ce que je n'interdirais pas Snapchat, et puis après vous allez dire, mais si j'interdis TikTok et Snapchat, pourquoi est-ce que je n'interdirais pas je ne sais pas quoi d'autre. Bon, là en ce moment on se pose la question du porno, etc. À la fin on interdit tout. Moi je n'interdis rien du tout, mais par contre, je pousse individuellement les gens à l'émancipation, et c'était ce que l'on disait, à la sagesse. Et ça c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est beaucoup plus pérenne dans le temps,
dans le rapport qu'on va avoir à des outils qui sont potentiellement dangereux. Sur l'écologie, vous avez raison, et c'est vrai que c'est pour moi un sujet absolument fondamental, en écho à ce que je disais sur la nature. Et là, avec ce qui se passe en ce moment avec les agriculteurs, qui est un sujet qui me touche tout particulièrement, je suis très embêté parce que quand je vois ce que font par exemple les Allemands sur leur taxation du gasoil, ils font le choix d'une certaine forme d'écologie. Moi, je n'aime pas d'ailleurs l'expression d'écologie punitive qui m'agace un peu, mais je ne crois pas. Je pense qu'avant d'arriver à l'écologie de la norme, du règlement individuel ou de l'empêchement individuel, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur le plan de l'écologie. On l'a vu par exemple pendant le Covid, un seul exemple, la réduction du nombre de bateaux, de cargos qui croisent sur les mers du monde entier, la réduction du fret aérien, la réduction du fret routier, toutes ces choses-là ont causé des bienfaits pour la planète immédiats, bien plus importants et bien plus immédiats que de couper l'eau quand vous vous brossez les dents. Donc, moi, ce qui me déplaît dans l'écologie des petits gestes, c'est que, vous savez, c'est cet anglicisme de greenwashing, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, pour moi, s'apparente à on ne va pas modifier les équilibres du monde au plan économique, on ne va pas revenir sur l'économie de marché, on ne va pas se poser de questions de démographie, on ne va pas se poser les questions du commerce mondial, et on va dire à monsieur, madame, tout le monde, quand vous arrosez vos hortensias l'été, pas plus de 20 secondes. Bon, moi je trouve ça absurde. Et de la même manière, pour les agriculteurs, on va les assaillir de nouvelles normes et de nouvelles taxes. Le résultat de ça, ça va être très simple, c'est qu'ils vont avoir la concurrence des agriculteurs argentins qui, eux, ne font pas grand cas des nappes phréatiques et des pesticides et des OGM, et Monsanto est très bien installé là-bas. On va recevoir des tomates de mauvaise qualité d'Afrique du Nord ou d'Espagne, des tomates grabes, vous savez, pleines de pesticides qui poussent dans des serres hors sol, et les cœurs de bœuf et les tomates variétés anciennes, ou même les tomates grabes qu'on fait dans le Lot-et-Garonne, ne seront pas compétitives, et donc ils vont les jeter dans les fossés. Donc on aura tout gagné, puisque ces importations-là vont causer des émissions de gaz à effet de serre bien supérieures à si on avait laissé l'agriculteur utiliser un peu de diesel pour faire marcher son tracteur. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de tracteur Tesla. Il y a des tracteurs. Moi, mon père, il avait un John Deere, et il a eu un Massey Ferguson. Le Massey Ferguson, on mettait de l'essence, on ne mettait même pas du gasoil, on mettait du samplon 98. Donc, il n'y a pas le choix à court terme. Et là, on fait tout à l'envers, l'Europe. C'est-à-dire que Mme von der Leyen, je m'étais promis de ne pas dire de mal d'elle ce soir, parce que je sais que Nathan l'aime bien, mais Mme von der Leyen, elle est dans son bureau avec quelques personnes qui sont là, qui ne voient l'agriculture qu'à travers l'agro-business, à travers les grands lobbies qui font D'ailleurs, à Bruxelles, il y a plus de lobbies que de fonctionnaires, hein, c'est véridique. Des fonctionnaires européens d'assez haut niveau qui m'en ont parlé. Donc tous ces lobbyistes-là, ils nous abreuvent d'engrais chimiques, de pesticides, ils nous poussent à faire les fermes à 1000 vaches. Et après, on dit aux agriculteurs individuellement, non, on va vous taxer, l'eau, vous n'allez pas faire comme vous voulez, etc., etc. On marche sur la tête. Donc, avant d'aller cibler le consommateur ou l'agriculteur ou le paysan, il faut toucher aux grands équilibres mondiaux qui créent le déséquilibre climatique. Restituer de mon avis, maintenant. Oui, pour répondre déjà peut-être sur la deuxième question, merci de la soulever parce que c'est une question centrale en fait. On l'a vu avec le coronavirus qui était peut-être une sorte de répétition générale involontaire, hein, bien sûr, je ne dis pas qu'il y avait mais de la crise climatique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu affaire à une crise qui était une crise scientifique. Et une crise scientifique, ça pose un problème majeur en démocratie. C'est que la démocratie est tiraillée entre ces deux exigences fondatrices, qui est l'exigence du respect d'une décision démocratique et l'exigence d'une émancipation par le savoir. Et qu'on a vu que pendant le coronavirus, tout ça s'est extrêmement mal passé. Donc, je reprends ma métaphore de la répétition générale, c'était un échec total. Et il ne faut surtout pas qu'on en revienne à ce modèle-là, c'est-à-dire un modèle où, d'une part, on a une sorte d'excitation immédiate à se dire que toutes les décisions, enfin toutes les recommandations scientifiques doivent immédiatement donner lieu à des décisions politiques, que les scientifiques ne sont plus là pour éclairer l'opinion publique, mais ils doivent agir à la place du souverain. Je vous donne cet exemple. Vous vous souvenez, je pense qu'un matin, Emmanuel Macron, une fois, n'avait pas suivi les recommandations de certains médecins et que M. Delfrécy était allé sur toutes les matinales à la télévision pour dire que c'était un scandale, que Emmanuel Macron ne l'ait pas écouté. Et donc là, il sortait du rôle qui devait être le sien. Et d'autre part, ça a créé une immense défiance envers la science, avec plein de complotisme absurdes sur la manière dont fonctionne la science. Donc il me semble que, justement, parce qu'il y a eu un échec total sur la question de la crise sanitaire, à la limite, ça a duré que 2 ou 3 ans, ce n'étaient pas les mêmes enjeux, voilà, il faut impérativement que sur la crise climatique,
on puisse réhabiliter l'idée de la démocratie du savoir. Et je pense fondamentalement qu'il y a aujourd'hui un manque dans le débat public, à la télévision, sur les réseaux sociaux, de cette préoccupation qui est de faire en sorte qu'on va créer des ponts entre les savants, les spécialistes, les chercheurs, les universitaires et la manière dont fonctionne le débat public. Alors évidemment, on peut accuser les réseaux sociaux, mais il faut aussi accuser le fonctionnement de l'univers médiatique, qui, je pense que dans l'histoire de France moderne, depuis peut-être les années 50 ou 60, je pense qu'il n'y a jamais eu un aussi grand décalage entre le niveau intellectuel du débat public et le niveau intellectuel du monde académique. Et même entre les thèmes qui sont abordés. La plupart des questions en fait, qui sont abordées dans le débat public, vous demandez à un universitaire qui est spécialiste de la même question, il va vous dire « mais cette question est une question débile, c'est une fausse question, c'est une question qui n'a pas de sens. Personne ne travaille sur ce genre de sujet, c'est comme une sorte de bulle qui grandit comme ça dans les médias, mais ça ne correspond à rien. » Et typiquement, ça c'est un enjeu. Donc pour vous donner une réponse concrète, c'est un élément minuscule que je vous donne, mais il y a un site internet qui s'appelle The Conversation, qui est un média qui a été fondé par Didier Pourquerie, dont le principe est formidable, c'est que sur chaque sujet, eh bien, il ne fait écrire que des universitaires spécialistes du sujet sur lequel ils écrivent. Et bien, quand vous lisez The Conversation, vous avez un tout autre rapport au débat public. Je pense que c'est ce genre d'initiative qui doit vraiment essaimer dans notre opinion pour sortir de cette opposition factice et dangereuse entre l'opinion publique démocratique, entre guillemets, et le monde scientifique, entre guillemets aussi. Nathan, on peut commencer sur les bulles, peut-être. Oui, merci beaucoup pour vos questions et vos remarques. Il me semble en effet, je partage votre diagnostic sur le fait que vous avez parlé des bulles, et que ces bulles-là, elles existent de plus en plus, et elles tendent à destituer la notion de monde commun. Quand vous voyez comment fonctionnent les réseaux sociaux, tout le monde le sait, on regarde du réel dans son fil d'actualité, ce qu'on veut en voir en fonction des pages qui nous sont suggérées ou auxquelles on est abonné. Donc, le matin, quand je regarde mon fil Twitter, j'ai la confirmation de tous mes préjugés. J'ai Twitter qui, comme un miroir, me dit « voilà, le monde fonctionne exactement comment tu voudrais le voir toi ». Mais c'est trop facile de juger que les réseaux sociaux, parce que même si les réseaux sociaux n'existaient pas, eh bien, il suffit d'être abonné uniquement au journal avec lequel on va être d'accord. Je suis d'accord avec Libération, je m'abonne à Libération. Les autres journaux, je ne les lis pas, je ne veux pas en entendre parler. Eh bien, vous êtes exactement dans la même bulle. On voit que ça a des effets qui sont dramatiques et passionnants à étudier. Aux États-Unis, par exemple, où vous vivez dans un pays où les gens n'ont plus de monde commun. Ils ne sont pas capables d'être d'accord non seulement sur des valeurs, ça à la limite c'est normal, les valeurs c'est relatif, mais sur la question de savoir qui est le président légitime, qui a été vraiment élu, etc. etc. Donc ça c'est une chose. Deuxièmement, on peut donner autre exemple qui me frappe énormément. Depuis le 7 octobre, ce qui se passe au Proche-Orient, vous voyez aussi qu'il y a une division de la vérité, une division des perspectives, où c'est véritablement bulle contre bulle, avec des cécités intellectuelles, avec des cécités éthiques, avec des blocages de toutes parts. De toutes parts. Alors face à cela, que faire? Il me semble qu'il y a d'abord une forme d'éthique personnelle qu'on peut avoir. Parce que tout à l'heure, je disais que tout ça est affaire de mode de vie incarné, affaire de corps. Réhabiliter l'importance d'avoir des amis avec lesquels on n'est pas d'accord. Je pense que c'est la soirée de ce soir l'incarne. On a vu la polémique qu'il y a eu sur Sylvain Tesson. Typiquement, c'est pour ça que je dis que c'est des choses très très concrètes. C'est une éthique de vie où vous pouvez tout à fait avoir un ami ou de l'estime intellectuelle ou de l'estime artistique pour quelqu'un avec lequel vous ne partagez pas les idées. Autre exemple, donne un exemple volontairement très concret et pas du tout politique. Réhabiliter l'importance de l'autodérision. L'humour ne doit pas servir uniquement à se foutre de la gueule des gens du camp opposé, se foutre de la gueule des gauchistes quand on est de droite et des droitards quand on est gauchiste. Non, l'humour, fondamentalement, sert avant tout à me ridiculiser moi-même, comme dirait Marivaux, à m'humilier moi-même. C'est ça le but de l'humour, parce que c'est génial de se moquer de soi. Et ça, typiquement, c'est minuscule ce que je vous dis, mais c'est en même temps central, je pense. Donc ça, c'est les premières choses. Et deuxièmement, réhabiliter contre, on disait que dans la fin des valeurs suprêmes, il n'y a plus de grande idéologie. Et justement, peut-être que dans ce vide des idéologies, eh bien, on voit s'agiter les spectres de dogmatismes ridicules, étriqués, qui sont minuscules face à la grandeur des dogmatismes passés, qui sont presque minables intellectuellement, mais qui sont d'autant plus dogmatiques.
réhabiliter l'importance de la pensée ouverte. Et donc ça, philosophiquement, je pense qu'il y a quelque chose de central à faire dans cette logique. Oui. Ouais, puisque je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Nathan, je pourrais signer ce qu'il vient de dire. Moi, je peux peut-être vous répondre sur votre sujet sur l'abstention. En réfléchissant et peut-être en questionnant, c'était un peu en filigrane de notre échange ce soir aussi, en questionnant le rôle du politique aujourd'hui. Et finalement, moi je fais le pari que si les gens vont moins voter aujourd'hui, et c'est le cas dans la plupart des pays européens et en Occident, c'est avant tout parce que, là aussi je ne veux pas tomber dans le complotisme, je prends des précautions de langage, parce que je crois que le pouvoir est de moins en moins dans les bureaux des ministres ou de celui du président de la République. Je crois que, là je suis en train de travailler là-dessus pour mon prochain livre sur la dissolution de la démocratie, sur le néant démocratique, je crois qu'il n'y a pas une petite élite très très restreinte de 10 personnes qui gouvernent le monde. Il y a probablement une dilution du pouvoir. C'est ça qui est le plus complexe. C'est qu'en fait, il y a le pouvoir des grandes entreprises, il y a le pouvoir de certains lobbies, il y a le pouvoir de Bruxelles, il y a un pouvoir de la haute administration française, il y a un pouvoir aussi qui est multipolaire, une géographie et une géopolitique qui a évolué, qui fait qu'il n'y a plus un pays qui peut se revendiquer gendarme du monde. Et je dirais que cette dilution du pouvoir participe d'une forme d'incrédulité électorale que je comprends et que je trouve en partie légitime. Même un exemple tout à fait local, le maire par exemple. Moi j'ai plein d'amis qui sont élus locaux vers chez moi. Le maire n'a jamais eu aussi peu de pouvoir. Quand les gens vont voter, ils ont envie de voter pour quelqu'un qui va avoir du pouvoir. Si jamais ils croisent le maire au vœu par exemple, ou qu'ils le croisent au marché, je peux vous dire que s'il y a un dodan qui est mal placé ou qu'il y a un problème de voirie, ils ne vont pas le rater. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, ils vont aller voir le maire pour des problèmes qui relèvent qui de l'intercommunalité, qui du département, qui de contraintes budgétaires et financières que le maire, malgré tout, ne peut pas vraiment résoudre. Et il ne manque pas de bonne volonté, souvent, le maire. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, avec des budgets restreints. Ou alors, moi, par exemple, qui suis un numéro du patrimoine, l'autre fois, je passe dans les vignes, il y avait une cabane de vendangeurs en pierre du 19e siècle, très belle, qui va s'écrouler. Moi, mon premier réflexe, ce serait d'aller voir la mairie et de dire à la maire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que la cabane de vendangeurs soit en lambeaux? Il faut faire quelque chose, etc. Donc je me dis tout de suite, moi je spécule, je me dis qu'il faut faire une levée de fonds. Bon. Mais il faudrait faire quelque chose. Mais le maire, en fait, le problème, c'est que pour restaurer la fameuse cabane de vendangeurs, il faut peut-être 80 000 € de toiture. Bon, de fait, la mairie ne les a pas. Donc le problème, tout ça pour vous dire, et c'était dit récemment par, je suis rarement d'accord avec lui, mais là il avait raison, par Jacques Attali. Jacques Attali qui a dit, la profession politique, ceux qui veulent faire de leur vie le métier politique, c'est beaucoup moins attractif qu'il y a quelques années puisque le pouvoir n'est plus là. Donc finalement, vous allez sonder des étudiants à HEC, à Polytechnique ou que sais-je, ou même à Sciences Po. Les étudiants vous disent, enfin pas tous, ce serait caricaturé, mais il y a quand même une crise des vocations pour être préfet, sous-préfet, grand serviteur de l'État ou pour se présenter à des élections. Regardez, il y a un certain nombre de ministres, moi je les appelle les ministres LinkedIn, des ministres de Macron qui ont été nommés, c'est ma minute anti-Macron, des ministres LinkedIn qui ont été nommés là, qui se moquent comme d'une guigne du portefeuille qu'on leur a attribué alors même qu'il s'agit de la nation. Là j'entendais Rachida Dati qui disait « Oui bon, la culture, j'aurais préféré mieux ». Mais quelle honte! La culture, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle voulait mieux que la culture. Elle voulait quoi? Elle voulait l'intérieur. Il fallait qu'elle ait rien du tout à ce moment-là. Ou alors des sous-secrétaires d'État à 2 francs qui après arrêtent et puis vont travailler chez McKinsey. Vous dites qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui vont pantoufler dans des cabinets de consulting ou dans des boîtes d'avocats privés, etc. Enfin, pour faire bénéficier du carnet d'adresses qu'ils ont eu par les élections ou par la voie du suffrage universel du président de la République. Tout ça n'est pas crédible. Et donc, pour vous répondre, l'abstention, c'est ça. Moi, je pense que les Français, vous savez, moi, je crois beaucoup en l'intelligence populaire. Je pense que tout ça n'échappe pas aux Français et que voir notre président de la République ou voir l'ancienne ministre des Affaires étrangères, qui ne déméritait pas, d'ailleurs, Madame Colonna, au micro de la matinale à Inter, dire pour les otages en Israël, on espère que... Mais bon, voilà, on sait très bien, et après, nous autres commentateurs télé, de dire, effectivement, il y a une négociation, il y a la CIA, il y a le Mossad, mais il n'y a pas la France. Donc, moi, je pense que si on veut ramener les gens au vote, il faut ramener la France à la souveraineté. Et que si on rend au pouvoir politique le pouvoir d'agir concrètement sur la vie des gens, sur la vie du pays, sur les grandes orientations de la nation, industrielle, sociale, éducative, tous les sujets qu'on a traités ce soir, les gens reviendront aux urnes. Mais que si on a des politiques de la com,
qui effectivement, pour leur seul fait d'armes, c'est d'avoir interdit la baya, bah, effectivement, on ne ramènera pas les gens. Et ils diront, bah, de toute façon, à quoi bon voter? Vous savez, comme pour les élections pour les députés européens, ils diront à quoi bon voter? Effectivement, voter aux élections européennes, c'est un Parlement qui n'a pas l'initiative de la loi. Je n'en connais pas beaucoup dans une démocratie, et la Commission, elle n'est pas élue. Donc, de fait, aller voter pour les européennes, moi je vais aller voter, je suis un bon citoyen, mais voilà. Ou alors aller voter pour le conseiller départemental en binôme d'un canton qui a été redécoupé, qui ne veut plus rien dire du tout, ou pour des régions, pour la région Nouvelle-Aquitaine, quand vous habitez dans les Pyrénées-Atlantiques et que vous votez pour la politique qui va être faite dans les Deux-Sèvres, enfin tout ça on marche sur la tête. Donc toutes ces élections intermédiaires, il y a de moins en moins de gens qui votent. La seule élection qui conserve un peu, qui n'a pas d'abstention trop encore, après c'est la présidentielle, parce que c'est encore là qu'il reste un peu de pouvoir, grâce au général de Gaulle. Mais bon, je suis trop long, mais pardonnez-moi, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est là l'enjeu, c'est redonner du pouvoir aux politiques, parce que le politique est dépositaire de la souveraineté populaire.